Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, je fais une intervention chez un particulier, donc ça fait partie de mes premières interventions chez le particulier. Et là c'est la première fois que je tombe sur un ballon de thermodynamique, et c'est la première fois aussi que j'interviens sur un ballon de thermodynamique. Avant j'en avais jamais vu car ce type de ballon là, eh bien on ne les trouve que chez les particuliers car c'est des petites puissances. Donc le client a plus d'eau chaude depuis une semaine. Le ballon, ou devrais-je plutôt dire le chauffe-eau thermodynamique, n'a que 4 ans, 4-5 ans, il ne marche déjà plus. Donc on va voir ça dans cette vidéo là. Et donc cette vidéo va être longue car je découvre cette machine ainsi que les documentations spécifiques à ce type d'appareil. Donc si tu connais rien en chauffe-eau thermodynamique, eh bien tu risques d'apprendre 2-3 trucs dans cette vidéo là. Bien sûr cette vidéo c'est un retour d'expérience, pas un spécialiste du chauffe-eau thermodynamique et je suis pas un spécialiste des matériels que l'on trouve chez le particulier. Donc on peut voir que c'est un chauffe-eau thermodynamique Vitocal 161-A de la marque Viessmann. Donc c'est le modèle WWK 161A02. Il a été construit en 2014. Moi l'intervention je l'ai faite début 2020 de souvenir. Et on voit que le circuit frigorifique a une charge de 1 kg de fluide frigorigène R134A. Donc le problème du client c'est qu'il n'a plus d'eau chaude depuis une semaine. Donc le défaut exact je m'en souviens plus, qu'il y avait écrit sur le régulateur. Donc lui ce qu'il faisait c'est que comme il avait la procédure, le manuel utilisateur, donc il réarmait le ballon par le biais du régulateur, donc le compresseur repartait un certain temps et après ça s'arrêtait. Donc en principe sur ce genre de machine tu peux avoir une résistance de chauffe d'appoint, c'est-à-dire que si tu tires énormément d'eau chaude, si la machine n'est pas assez puissante, tu peux faire un chauffage électrique de l'eau, donc ça peut être sûrement utile en secours, sauf que là bien sûr c'est une option et donc il ne l'avait pas prise, donc il n'avait même pas de résistance d'appoint. Ce qui est très bête sur ce type de ballon là, parce que le jour ça tombe en panne, et bien t'as plus d'eau chaude du tout, sachant que la très grosse différence avec un chauffe-eau électrique classique, c'est que là tu as un compresseur, tu as un circuit frigorifique, donc déjà le compresseur c'est des pièces mécaniques en mouvement, donc si un chauffe-eau électrique peut tenir une quinzaine d'années, c'est pas dit qu'un chauffe-eau thermodynamique ait la même durée de vie, en tout cas suivant la série sur laquelle tu tombes. Ce que je veux dire c'est qu'un chauffe-eau électrique classique est beaucoup plus résistant qu'un ballon de thermodynamique, et donc quand ça tombe en panne, et bien t'as plus de secours. Donc le client il en pouvait plus là, une semaine sans eau chaude, se laver aux gants c'est quelque chose qui peut être très chiant, surtout lorsqu'on habite dans une maison qui date de 2015, donc une maison neuve quoi. Donc là t'as une vue générale du ballon, ici là t'as une sorte de grosse goulotte là, donc ça c'est une protection, car quand tu enlèves tout ça, ici là tu peux accéder à la nanomagnésium, à la résistance électrique si elle y est, il y a pas mal de trucs derrière tout ça. Là on peut voir un tube en PVC, donc ça c'est l'évacuation de l'eau qui provient de l'évaporateur, parce que ici là, il y a le ballon d'eau chaude sanitaire avec à l'intérieur l'échangeur, donc qui est un condenseur, et en haut là il y a tout le groupe froid, donc le compresseur et l'évaporateur ainsi que le détendeur, le fil déshydrateur et les prises Schrader pour s'y raccorder. Donc là ce que l'on voit sur la photo c'est un chauffe-eau thermodynamique monobloc, c'est-à-dire que le ballon et le groupe froid tout est intégré, et il existe des ballons thermodynamiques split, c'est-à-dire que la partie frigorifique, donc le groupe froid, compresseur, évaporateur, va se trouver à l'extérieur de la maison. D'ailleurs c'est la meilleure configuration pour pouvoir dépanner dessus de manière plus simple, parce que l'on va voir que intervenir sur la partie circuit frigorifique d'un monobloc c'est compliqué, l'accès est difficile. Là tout est à l'intérieur de la maison. Donc on voit ici qu'il y a deux tuyaux, donc un qui est ouvert dans le garage et un autre qui sort à l'extérieur. Et voilà ce que tu peux voir dans celui-là, donc dans le trou où il n'y a pas de gaine. Donc ce chauffe-eau thermodynamique va prendre l'air du garage, ça passe dedans il y a l'évaporateur, ça traverse, et l'air qui est beaucoup plus froid va passer dans cette gaine là et va être rejeté à l'extérieur. Donc là comme il y a un défaut de production de chaleur, parce que le client me dit que le compresseur tourne mais il tourne pas longtemps, il s'arrête. Donc comme je connais pas la régulation, je demande au client de faire ce qu'il faisait pour acquitter le défaut sur cette machine là. Donc je me souviens plus du code erreur, et c'est vrai que je constate que ça démarre. Donc je constate aussi que oui il y a plus d'eau chaude, donc au robinet c'est de l'eau froide. Donc là je décide d'ouvrir le haut là, ici là.
Donc cette partie-là, on voit il y a des vis, là ça s'enlève, il faut enlever la gaine pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir comment c'est foutu. Donc là on peut voir que j'ai enlevé le haut de la machine et on peut voir qu'il y a déjà énormément de toiles d'araignée. Et voilà à quoi ressemble la machine lorsque tu as enlevé le haut. On peut déjà apercevoir des prises Shredder avec leur bouchon. On voit que l'évaporateur il est complètement dégueulasse. Donc là, on peut voir quand même qu'une partie de l'évaporateur est colmatée en bas, qu'une autre partie est quasiment colmatée. Donc là, on est sur la partie droite de l'évaporateur. Et là, sur la partie gauche, c'est la même chose. On voit que c'est sale, hein. C'est très sale. Donc déjà, quand tu vois ça, tu peux te dire qu'il n'y a pas de filtre sur l'aspiration de l'air. Donc on va voir sur la documentation ce qu'ils en disent de tout ça, hein. Donc ça a l'air d'être normal, hein, dans le sens où tu es censé faire un entretien régulier sur cette machine-là. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, où tu prends de l'air dans la maison que tu rejettes à l'extérieur, et l'air qui est rentré dans la maison provient des petites entrées qu'il y a sur les fenêtres. Donc ça c'est pour les maisons basiques. Parce que dans une VMC tu n'as pas d'échangeur, donc même si une VMC, si tu l'ouvres, c'est blindé de poussière, c'est dégueulasse. Avec un ballon de thermodynamique, plus du tout la même musique parce qu'il y a un échangeur. Donc la poussière va se mettre sur l'échangeur et ça va le colmater. Donc là après, depuis combien de temps cette machine fonctionne comme ça, avec un échangeur sale, je ne sais pas. Par contre, j'ai demandé au client s'il avait déjà fait nettoyer l'échangeur ou si lui-même l'avait déjà fait. Donc il me dit que non, aucun entretien n'avait été fait sur cette machine depuis qu'elle avait été installée, c'est-à-dire à peu près 4-5 ans. Donc déjà, la première chose que l'on peut voir, c'est que comme il y a un échangeur, cette machine-là nécessite un entretien régulier. On le verra plus tard dans la documentation. Et si tu veux un appareil qui produit de l'eau chaude sans entretien, eh bien il faut prendre un chauffe-eau électrique à accumulation. Là, il y a zéro entretien. Même si sur ce type de ballon là, tu peux faire un entretien, c'est-à-dire ouvrir la trappe d'accès pour nettoyer l'intérieur du ballon. Mais bon, ça c'est jamais fait chez un particulier. Donc de ce côté-là, tu as le flux d'air entrant. Donc c'est-à-dire que ça c'est l'air qui vient du garage. Ça passe de ce côté-là, ça traverse l'évaporateur et de l'autre côté de l'évaporateur, tu as ça. Tu as, eux ils appellent ça un ventilateur, mais ça c'est une turbine. L'air rentre au milieu de la turbine et est éjecté donc sur les côtés. Donc j'ai fait une vidéo dessus, hein, tu as deux types de turbines. Turbine à action et turbine à réaction. Donc elles sont faciles à identifier parce qu'il y en a une, tu as des toutes petites pales et il y en a un paquet. Et l'autre, tu n'as pas beaucoup de pales mais elles sont très longues. Donc là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pales et elles sont très longues. Donc moi après à chaque fois je sais plus si c'est une turbine à action ou à réaction. Et donc là je vais regarder sur ma vidéo que j'ai faite sur ce sujet là. Donc ce sont les vidéos sur les extracteurs de cuisine. Et donc c'est une turbine à réaction. Il me semble dans la documentation il parle de ventilateur axial. Donc c'est pas du tout un ventilateur axial, hein, pas une hélice. On peut dire que c'est un ventilateur centrifuge à turbine à réaction. Voilà. Donc comme c'est un peu colmaté, je me dis avant de brancher mes manos pour faire des mesures. Donc les mesures c'est quoi? Relevé de l'HP, de l'ABB, mesure du surrefroidissement et mesure de la surchauffe entre autres. Eh bien je vais d'abord nettoyer l'évaporateur. Car si l'évaporateur est colmaté, l'échange entre le fluide qui passe dans l'évaporateur et l'air, ça va pas être bon du tout, c'est-à-dire que le liquide va mal s'évaporer et donc on va très vite chuter en BP. C'est comme lorsque l'évaporateur est pris en glace, ça se passe mal. Il faut digivrer, c'est-à-dire il faut le dégeler. Donc là c'est un peu la même chose. Donc là je me dis je vais d'abord nettoyer l'évaporateur pour avoir des bonnes mesures. Mais avant d'aller plus loin, on va aller un petit peu découvrir la documentation Viessmann, voir ce qu'il préconise sur cette machine. Donc chez Viessmann, tu as deux types de documentation. Souvent, tu as la notice d'utilisation et la notice de montage et de maintenance. Donc en principe, le particulier qui achète ce type de matériel-là doit avoir les deux documents. Donc là, cette notice, je l'ai trouvée sur Internet. Il faut savoir que trouver des documentations Viessmann sur Internet, c'est extrêmement difficile. Souvent, il faut les contacter. Et si tu es référencé chez eux, tu peux réussir à les avoir, mais c'est difficile. Ça, tu le vois très bien lorsque tu recherches des documentations techniques sur les brûleurs, qu'ils soient gaz ou fuel, les chaudières, ainsi que les régulations. Donc là, je suis sur la notice d'utilisation, donc c'est ce que l'utilisateur peut lire, hein. Et c'est une documentation qui fait 40 pages. Donc là, cette documentation, je vais la survoler. On va voir ce qui peut être intéressant par rapport au problème que j'ai rencontré. Donc ça commence par les informations préliminaires à propos de l'utilisation. Après, on a enclenché et arrêté. Donc enclencher le chauffe-eau thermodynamique. Donc ça, c'est pour l'utilisateur. La production d'eau chaude sanitaire. Donc température d'eau chaude normale, programmation horaire,
besoin en eau chaude, montée en température rapide, fonction antilégionnelle, donc ça c'est pour faire des réglages, accéder sûrement aux paramètres du régulateur. Ventilation, donc appareil en version sur air extrait. Après on a aussi le chauffage à point électrique, quand il y est, et il y aurait aussi le courant de l'installation photovoltaïque. Donc on a les autres réglages, interrogation possible, que faire si, et la maintenance. Donc là cette partie-là va être intéressante. Donc là on a une description de l'appareil, donc c'est le Vitocal 161A type WWK. Donc c'est un chauffe-eau thermodynamique intégrant un ballon d'eau chaude sanitaire. Il produit l'eau chaude sanitaire en utilisant l'énergie calorifique de l'air ambiant. Un appoint par un système chauffant électrique si existant, donc en option, est possible pendant les périodes de fort besoin en eau chaude. Le chauffe-eau thermodynamique existe en version sur air ambiant et en version sur air extrait. Donc on verra qu'ils ont une terminologie étrange. Donc là, je pense que là on est sur de l'air ambiant parce qu'on prend l'air du garage. Donc probablement que leur notion de air extrait, c'est l'air qui provient de l'intérieur de la maison. Je pense que c'est ça. Donc là on a une information, ok, appareil en version sur air ambiant. La version sur air ambiant utilise la température ambiante, air ambiant du local d'installation pour la production d'eau chaude sanitaire. Pendant la production d'eau chaude sanitaire, le local d'installation est rafraîchi et déshumidifié. Alors ouais, non, le local d'installation n'est pas rafraîchi vu que l'air est évacué à l'extérieur. Appareil en version sur air extrait. La version sur air extrait est alimentée par un système de gaine avec de l'air extrait de plusieurs pièces. Simultanément, de l'air frais venant de l'extérieur entre dans ces pièces par des ouvertures d'aspiration d'air indépendantes. Donc on serait plutôt là-dessus, même si c'est l'air du garage. Vitocal 161A type WWKS. Donc ça c'est une autre version. Moi j'ai pas le S, donc le type WWKS offre les mêmes fonctions que le type WWK, il permet en plus le raccordement d'une installation solaire. Donc moi je n'ai pas d'installation solaire, alors ça je l'ai pas lu. L'air extrait refroidi lors de la production d'eau chaude sanitaire est évacué à l'extérieur par le chauffe-eau thermodynamique. La ventilation peut être assurée également sans production d'eau chaude sanitaire. Ok, bon, donc moi actuellement c'est ce que j'ai sur ce ballon là, l'air est extrait du garage, elle est refroidie, cet air là, et elle est évacuée à l'extérieur. Donc intéressant, les températures ambiantes admissibles. Le chauffe-eau thermodynamique s'arrête en dehors des températures ambiantes et d'air extrait admissibles. Un chauffage à point électrique, donc c'est un accessoire et c'est une option, est indispensable pour produire de l'eau chaude en dehors des températures ambiantes ou d'air extrait admissibles. Température ambiante ou d'air extrait admissible pour la production d'eau chaude sanitaire avec un appareil en version sur air extrait, 15 degrés Celsius à 35 degrés Celsius. Pour la production d'eau chaude sanitaire avec un appareil en version sur air ambiant et pour la ventilation avec un appareil en version sur air extrait, c'est de 5 degrés Celsius à 35 degrés Celsius. Donc si l'hiver dans ton garage il fait 3 degrés Celsius, tu ne pourras pas utiliser ce type de ballon là, ça ne marchera pas. Donc là on nous dit que le ballon est préréglé en usine, donc il est fonctionnel, donc production d'eau chaude sanitaire, l'eau chaude est réchauffée tous les jours de minuit à 24 heures à une consigne de température d'eau chaude de 50 degrés Celsius. Sachant qu'une fois par semaine, si c'est programmé, il peut faire son cycle antilégionnel où il monte à 65 degrés Celsius. 50 c'est pas très élevé. Ventilation. Appareil en version sur air extrait. Pendant la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation est enclenchée avec le débit volumique de l'air maximal. Ventilation maximale. Le jour et l'heure ont été réglés par votre chauffagiste. Ouais. Les réglages peuvent être modifiés à tout moment selon vos souhaits. Ok. Donc là, on a des petits conseils pour faire des économies d'énergie avec ce type de matériel-là. Là, on a des conseils d'amélioration du confort. Ils le disent, chauffage à point électrique. Utilisez le chauffage à point électrique, par exemple, en cas de basse température ambiante ou d'air extrait, ou en cas de défaut du chauffe-eau thermodynamique. Donc ça, c'est dommage, j'ai pas pris en photo là l'endroit où il y avait le trou là, pour y mettre cette résistance-là, mais elle n'y était pas sur ce ballon-là. Donc ça, c'est le petit régulateur. Donc ça, c'est le genre de régulateur, si tu n'as pas de documentation pour rentrer ou pour comprendre les paramètres, tu fais rien du tout. Tu fais strictement rien du tout. Car là, on peut voir que c'est des codes qui s'affichent. Donc affichage des codes, et après ici tu as la signification. Donc si tu n'as pas ça, tu fais rien du tout. Comme on peut le voir, il y en a quand même quelques-uns. Là, on te montre comment arrêter ton chauffe-eau thermodynamique pour le mettre en veille. Donc la mise en service, débrancher la fiche secteur, ok. Donc température d'eau chaude normale. Donc on nous dit qu'en réglage d'usine, on est à 50 degrés Celsius, ok. Et après on nous montre là si on veut faire une programmation horaire pour l'eau chaude, si on a différents tarifs à l'électricité, on peut programmer la mise en marche du compresseur par exemple la nuit. Donc on voit que quand tu veux programmer ce genre d'appareil, tu fais pas ça en 5 minutes, surtout quand tu le découvres, il faut se taper toute la documentation. Et ça peut prendre énormément de temps. Donc là, il nous montre quelques petits exemples sur ce que tu veux faire.
Donc là, on apprend que sur le ballon, il y a deux sondes de température ECS, donc une en haut, une en bas. ECS supérieur, le ballon n'est chauffé qu'une fois que la moitié environ de l'eau chaude a été soutirée. Ce réglage est approprié en cas de faible besoin en eau chaude. Sonde de température ECS inférieure, la zone la plus froide se situe en bas, c'est donc là que la température d'eau chaude passe le plus rapidement sous la consigne de température d'eau chaude. Le ballon est chauffé plus fréquemment, vous disposez donc de plus d'eau chaude. Ce réglage est approprié en cas de besoin important en eau chaude. Ok. Donc là, on a la procédure pour accéder au réglage. Donc là, qu'est-ce qu'ils appellent la montée en température rapide? Donc vous pouvez activer la montée de température rapide avec un chauffage d'appoint électrique, c'est existant, donc ça c'est la résistance électrique dans le doigt de gant. L'eau est alors portée à la consigne de température d'eau chaude aussi bien par la pompe à chaleur que par le chauffage d'appoint électrique. Ok. Et aussi on a la fonction intelligentielle. Avec cette fonction, vous pouvez porter l'eau chaude sanitaire dans le ballon à 65 degrés Celsius une fois par semaine. Donc suivant l'appareil que l'on a là, en version sur extrait, on peut activer la ventilation. Pourquoi pas, le problème c'est que ça passe par l'échangeur, donc tu vas le colmater encore plus vite. Désactiver la ventilation, ok. Programmation horaire pour ventilation, d'accord. Donc là, on peut voir la procédure pour la programmation horaire pour la ventilation. Là, il nous met des petits exemples. Voilà, et là, on a la partie sur le chauffage d'appoint électrique. Donc le chauffage d'appoint électrique, si existant, parce que c'est ça le problème, hein, c'est en option. Hein. Donc là, le client, il s'en est mordu les doigts de ne pas l'avoir pris, hein, parce qu'il n'avait plus d'eau chaude du tout. Donc le chauffage à point électrique, si existant, est libéré par votre chauffagiste lors de la première mise en service pour les fonctions suivantes. Ok. Donc là après c'est pour l'activer. Et là, pour activer l'appoint, vous pouvez activer le chauffage d'appoint électrique pour l'appoint d'eau chaude sanitaire, par exemple, en cas de besoin d'eau chaude important régulier. Donc là, on a la procédure pour l'activer. Donc là, on a la suite de la procédure. Et là, on a le défaut du chauffe-eau thermodynamique. Vous pouvez libérer le chauffage d'appoint électrique pour les cas suivants. Le chauffe-eau thermodynamique ne se met pas en marche car les températures ambiantes ou d'air extrait se situent en dehors de la plage admissible, donc s'il fait trop froid, dehors ou dans le garage. Le chauffe-eau thermodynamique ne se met pas en marche en raison d'un défaut. Voilà. Donc là, ton ballon est en défaut, tu appliques la procédure, si tu as la résistance, tu auras l'eau chaude. Donc là, qu'est-ce qu'il dit sur l'autoconsommation du courant? Vous pouvez utiliser le courant produit par votre installation photovoltaïque pour chauffer votre eau sanitaire. À cet égard, veuillez contacter votre chauffagiste. Ouais, bon là, après, il vaut mieux avoir un chauffe-eau solaire, hein, c'est beaucoup mieux. Donc on peut afficher les différentes températures des sondes. Donc qu'est-ce que l'on a? On a la température dans le haut du ballon d'eau chaude, on a la température dans le bas du ballon d'eau chaude, on a la température d'arrivée d'air, on a la température d'évaporation, car on le verra après, là, il y a une sonde de température sur le tuyau. Quand je dis le tuyau, c'est le circuit frigorifique. Et on a la température du capteur, si existant, ouais. Donc là, ils doivent probablement parler de capteur de pression, mais sur cette machine-là, il n'y a pas de capteur de pression. Donc là, c'est mal expliqué, mais on le verra plus loin. Ici, il parle de température du capteur solaire, car comme on l'avait vu là, il y a deux types de ballons, le WWK et le WWKS. Et sur cette version-là, en bas, il y a un autre échangeur, et dessus, on y raccorde des panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on fait chauffer de l'eau. Donc il va sur les panneaux solaires du toit, le soleil chauffe l'eau et ça revient donc dans l'échangeur du ballon et ça chauffe l'eau sanitaire. En gros, c'est ça. Consigne de température d'eau chaude normale. D'accord. Donc différents réglages. Donc là on est sur les réglages pour régler la date et l'heure d'été et l'heure d'hiver. Donc comment on interroge les températures, interroger la vitesse du ventilateur. Donc on voit qu'il y a plusieurs vitesses possibles. Interroger les messages. Lors d'événements ou état de fonctionnement particulier de votre chauffe-eau thermodynamique, la régulation de pompe à chaleur affiche des messages. En cas de défaut, en plus, la touche OK s'allume en rouge. En cas de défaut, informez votre chauffagiste en lui indiquant le message de défaut affiché. Vous permettez ainsi au chauffagiste de mieux préparer ce qui vous fera éventuellement économiser des frais de déplacement inutiles. C'est vrai, quand il y a une intervention, il y a des frais de déplacement. Mais là, en tout cas, Viessmann c'est allemand. En France, un chauffagiste n'a pas les compétences du frigoriste. C'est-à-dire qu'en France, en tout cas, lorsque tu interviens sur le circuit frigorifique, il faut passer l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes et il faut en plus que l'entreprise ait la capacité, donc il y a un dossier à remplir à la préfecture, pour être habilité et autorisé à acheter du fluide frigorigène car le fluide est un polluant. Donc quand tu viens sur ce genre de chauffe-eau thermodynamique et qui ne fonctionne plus du tout, donc souvent il est fortement probable que le souci vienne du circuit frigorifique. Donc c'est vrai que c'est une machine qui a le cul entre deux chaises, donc il y a la partie circuit frigorifique, donc ce qui produit la chaleur, et là sur cette machine-là le problème vient du circuit frigorifique, et après il y a la partie hydraulique, entretien hydraulique, c'est-à-dire nettoyer le ballon d'eau chaude sanitaire, tout ça. Donc non, quand il est vraiment en défaut, tu peux appeler un chauffagiste, mais voilà, il va constater que il y a un problème au niveau du circuit frigorifique, mais ça s'arrêtera là, quoi. Donc ce qui va être intéressant là, ça va être les causes, voyons ce qu'ils nous disent. Donc la fiche d'alimentation secteur est débranchée, ok. Un interrupteur installé sur site n'est pas enclenché, d'accord. La prise n'est pas sous tension, bon ouais, il n'y a pas d'alimentation. Le mode veille est sélectionné. Votre chauffe-eau thermodynamique vient juste de s'arrêter, a besoin d'un certain temps avant de pouvoir se remettre en marche.
Le message DF s'affiche et le ventilateur fonctionne. Donc DF, ça serait defrost, donc dégivrage. Donc ils en parlent là, donc le message DF est à un autre endroit, mais on n'a aucune information dans les deux documentations qui parlent clairement du comment la machine gère son dégivrage. On n'a accès à aucun paramètre, on n'a accès à rien du tout. Le message EAH s'affiche. La température ambiante ou d'air extrait est supérieure à 35 degrés Celsius. Le message EAL s'affiche, apparaît en version sur air ambiant. La température ambiante est inférieure à 5 degrés Celsius. Apparaît en version sur air extrait. La température d'air extrait est inférieure à 15 degrés Celsius. Donc ça, il ne faut pas oublier en dépannage ça. C'est que s'il fait trop froid dans le garage ou s'il fait trop froid dans l'ambiance, là, ce qui marque ici, là, donc 15 degrés ou 5 degrés, il y aura des soucis avec la machine. Mais bon, d'après ce qu'ils disent, on doit avoir le code erreur qui permet de trouver facilement pourquoi la machine s'est arrêtée. Donc bien sûr, le particulier, avant d'appeler un dépanneur, là, il faut qu'il fasse tout ça, là. Parce que si la prise est débranchée, ça risque pas de marcher, quoi. Donc c'est un petit peu bête d'appeler un dépanneur juste pour une prise débranchée, hein. Je dis ça parce que par exemple, ça j'ai déjà vu plusieurs fois, chaudière murale en défaut. Et pourquoi la chaudière murale était en défaut? Parce que la vanne gaz dans la colonne, quoi, au niveau du palier du particulier, là où il y a son compteur gaz, était fermée. Donc oui, ça risque pas de marcher. Donc déjà, c'est la première chose à faire avant d'appeler un dépanneur. Ben, si ça marche pas, déjà, est-ce que la vanne gaz est ouverte pour une chaudière murale, tu vois? Et là, c'est la même chose avec le ballon de thermodynamique. Est-ce qu'il est bien branché? Est-ce qu'il est bien mis en marche? Donc après, il faut lire la documentation, hein. Donc là, on a les différents codes erreurs, on dirait là. Donc l'un des messages suivants s'affiche E0, E1, E3, E4, SHD, END. Donc informez votre chauffagiste, frigoriste. Le message FRP s'affiche. Le mode veille standby est sélectionné. La protection contre le gel par le chauffage d'un point électrique est active. Ok. Le message SBY s'affiche. Le mode veille est sélectionné. Donc après, on a un passage sur l'installation solaire ne se met pas en marche. Donc ça, c'est pas le cas ici. Le chauffage d'un point électrique ne se met pas en marche. Donc ça, c'est une option, il faut l'avoir. Moi, le client là où j'étais, son ballon, je l'ai démonté, il n'y en avait pas. La ventilation ne fonctionne pas, ok. Pas d'autoconsommation du courant, d'accord. Voilà le sujet qui m'intéresse. La maintenance. Parce que bien sûr, j'ai demandé au particulier s'il avait déjà fait un entretien sur sa machine, donc il m'a dit que non. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas appelé l'installateur qui a posé votre ballon thermodynamique, vu qu'il a 4 ans, 4-5 ans, c'est pas vieux. Et il m'a dit que la boîte qu'il avait posée avait fermé. Alors je sais pas si c'était un artisan qui était parti en retraite ou si c'était une boîte qui avait fait faillite, aucune idée. Donc le nettoyage. Donc je sais pas d'ailleurs si il savait qu'il y avait un entretien à faire sur ce type de machine-là. Donc à partir du moment où il y a un échangeur à air et qu'il n'y a pas de fil qui le protège, que l'air est pris dans le garage, tu es obligé de faire un entretien dessus pour enlever la poussière, la merde qui va se mettre dans l'échangeur. Ça c'est comme un PC, s'il n'y a pas les filtres, quand on ouvre sa tour, les ventilateurs sont blindé de poussière. Et quand il y en a trop, eh bien ça peut bloquer le ventilateur. Donc nettoyage, les appareils pourront être nettoyés avec un produit ménager du commerce, ne pas employer de poudre à récurer, exclure toute pénétration d'eau dans le chauffe-eau thermodynamique. Donc ça c'est pour nettoyer l'extérieur. Contrôle et entretien. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir un fonctionnement fiable, économe en énergie, respectueux de l'environnement et sûr. Votre installation de chauffage nécessite au minimum tous les 2 ans un entretien effectué par un chauffagiste agréé. Donc en France, chauffagiste agréé, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Pour ce faire, le mieux est de passer un contrat d'entretien avec votre chauffagiste. Alors oui et non, parce que le problème du contrat d'entretien, c'est qu'il faut que tout soit écrit dedans. Si c'est pas écrit dedans, c'est-à-dire ce qui doit être fait dans l'entretien, ça ne sera pas fait. D'ailleurs, on l'a vu dans les vidéos précédentes avec les chaudières qui font donc le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La partie eau chaude sanitaire n'est jamais contrôlée parce que c'est pas marqué sur le contrat. Et donc, le temps alloué pour effectuer la tâche n'y est pas. Ballon d'eau chaude, en tout cas là où j'étais. Ballon d'eau chaude, il est recommandé d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage ou plus tard 2 années après la mise en service, puis à intervalles réguliers. Seul un chauffagiste agréé est habilité à effectuer le nettoyage intérieur du ballon d'eau chaude, raccord eau compris. Alors je sais pas si c'est parce que c'est en Allemagne, il y a des trucs spécifiques, mais oui, frigoriste, habilité agréé, ok, mais chauffagiste, à mon avis, il y a une erreur de traduction là. Bon après, pour nettoyer l'intérieur d'un ballon, il n'y a pas besoin d'être frigoriste, hein. Si un appareil de traitement de l'eau, comme par exemple un dispositif d'injection de produits de traitement, est implanté dans l'arrivée d'eau froide du ballon, le remplissage doit être fait en temps utile. Veuillez respecter les indications du fabricant. Voilà, donc ça c'est intéressant pour le contrôle de l'anode. Nous recommandons de faire effectuer un contrôle du fonctionnement annuel par le chauffagiste. Ce contrôle peut être réalisé sans interruption du fonctionnement de l'installation. Le chauffagiste mesure le courant de protection à l'aide d'un contrôleur d'anode. Ça on le voit ça, c'est-à-dire qu'il y a une anode au magnésium, il y a un fil électrique qui est relié à la terre, on débranche ce conducteur et entre les deux on met soit ce qu'ils appellent là un mesureur de courant de protection.
Donc pour mesurer l'anode, donc un contrôleur d'anode, mais ça mesure des milliampères. Donc en dessous de 0,3 milliampères de souvenir, l'anode est morte, et au-dessus de 0,3 milliampères, l'anode est bonne. Donc il faut mettre l'ampèremètre en série avec le conducteur de terre et l'anode. Mais je crois qu'ils en parlent plus loin. Là, ils nous disent au niveau de la soupape de sécurité, la réaction de la soupape de sécurité devra être contrôlée par l'utilisateur ou le chauffagiste tous les 6 mois, en manœuvrant légèrement cet organe. Il y a risque d'encrassement du siège de la soupape. Ouais, alors ça, c'est jamais fait parce que le problème des soupapes sur l'eau, c'est que si tu l'ouvres, ça peut fuir après. Donc, on évite de le faire. S'il y a un vase d'expansion sanitaire, parce que s'il n'y a pas de vase d'expansion sanitaire, dès que l'eau va se dilater, ça va pisser. Ça va goûter un petit peu. Donc ça, c'est pas fait, parce que s'il n'y a pas de vase d'expansion sanitaire, ça sert à rien. Vu que chaque jour, la soupape va s'ouvrir un tout petit peu pour faire passer un peu d'eau lors de la dilatation de l'eau lorsqu'elle se fait réchauffer. Filtre d'eau sanitaire, si l'installation en est équipée. Pour des raisons d'hygiène, la cartouche filtrante sera remplacée tous les 6 mois, contrôle visuel tous les 2 mois sur les filtres sans rinçage à contre-courant. Les filtres à rinçage à contre-courant seront rincés tous les 2 mois. Ok, voilà, donc après on a l'index. Voilà, donc on voit que la documentation est relativement longue. Et donc après, tu as la notice de montage et de maintenance de la Vitocale 161-A. Donc c'est pareil, là c'est une documentation coup de bol que j'ai trouvé sur internet. Donc celle-là est beaucoup plus intéressante parce qu'elle explique un peu mieux le fonctionnement de cet appareil-là. Par contre, elle fait 80 pages. Donc tu vois, la première fait 40, l'autre fait 80, tu as déjà 120 pages de documentation. Donc ça commence toujours par les consignes de sécurité. Donc il nous précise quand même que seul un frigoriste agréé est habilité à effectuer des travaux sur le circuit frigorifique. Les travaux électriques ne devront être effectués que par des électriciens. La première mise en service devra être effectuée par l'installateur ou un spécialiste qui l'aura désigné. Ouais, alors en dépannage, le frigoriste, il a les compétences de l'électricien, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est là où on voit qu'il y a un gros souci entre la documentation, la première qui est pour le particulier et celle qui est pour la maintenance, donc théoriquement pour les professionnels. C'est que dans l'autre documentation, ils emploient tout le temps le terme de chauffagiste. Et puis là, magique, c'est la première fois qu'ils utilisent le terme de frigoriste. Donc ça n'a strictement rien à voir, un chauffagiste et un frigoriste. Parce que déjà, les deux n'ont pas les mêmes matériels dans le fourgon. Et donc si tu n'as pas le matériel du frigoriste pour intervenir sur le circuit frigorifique, c'est pas la peine, quoi. C'est mission impossible. Donc voilà, c'est ça les documentations, il faut faire le tri, quoi. C'est pas évident, quoi. Donc là, on est toujours sur les consignes de sécurité. Voilà, et là, on a le sommaire de la documentation, travaux préparatoires au montage, étapes du montage, notice de maintenance. Donc c'est ça qui va m'intéresser là. Donc là, on est sur la page 7, exigences pour le local d'installation. Donc là, ils l'ont posé là. Et on voit que là, il prend l'air à l'intérieur du local et il expulse l'air aussi dans le même local. Donc, tout est fait dans le même local. Donc le local d'installation doit être sec et hors gel. L'air aspiré ne doit pas être poussiéreux, gras et pollué par des hydrocarbures halogénés, contenus par exemple dans les bombes aérosols, les peintures, les solvants, les détergents et les produits de nettoyage. Donc ça, c'est pour protéger l'évaporateur. Donc là, dans le garage, je ne sais pas s'il avait des pots de peinture, je m'en souviens plus. Afin de prévenir la transmission des bruits de structure, ne pas disposer l'appareil sur un plancher en bois, ok. Une conduite d'évacuation eau usée doit être présente pour l'évacuation des condensats. Donc oui, quand l'évaporateur est froid, donc il fonctionne, et que de l'air plus chaud le rencontre, eh bien l'humidité qu'il y a dans l'air va changer d'état. L'eau va passer de l'état vapeur à l'état liquide et cette eau va couler par gravité et va aller ici. Donc là on a le chauffe-eau thermodynamique et là on a la conduite d'évacuation des condensats avec un siphon pour éviter la remontée des odeurs d'égout. Et on voit donc le volume minimal de la pièce est 20 mètres cubes si tu prends l'air dans la pièce et que dans cette pièce là il faut que la température soit comprise entre 5 degrés Celsius, donc c'est le minimum, sinon ça ne marchera pas, et 35 degrés Celsius maximum, sinon ça ne marchera pas. La machine se mettra en défaut. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de contraintes par rapport à un chauffe-eau électrique de base, chauffe-eau électrique avec cumulation, là, ce qu'on appelle un cumulus. Donc l'intéressant sur cette page-là, donc on voit tout ce qui peut être accordé, en tout cas tout ce qu'il y a sur le ballon. Donc ça, c'est celui-là qui est utilisé en air ambiant. Donc moi, c'est pas ce que j'ai, c'est l'autre. C'est celui-là, donc avec un couvercle pour l'air extrait. Donc il y en a un qui va aller à l'extérieur et celui-là, il prend l'air dans le garage. Et on avait vu dans la doc précédente que tu peux avoir une gaine là, qui partait là, dans la maison, prendre l'air carrément du logement. Donc là, ce que j'ai mis en jaune, là, en haut, on voit il y a un trou là. Là, je zoome. Eh bien, c'est ici que tu dois avoir ta résistance électrique. Donc, qui sert soit d'appoint, soit pour accélérer la chauffe du ballon thermodynamique, ou soit en secours quand le ballon thermodynamique est en panne.
Donc pour savoir si tu l'as, il suffit d'ouvrir la plaque, tout ça. Donc il faut faire gaffe parce qu'il y a des fils qui pendouillent là-dedans. Là. C'est assez merdique à démonter, je trouve. Et là, tu vois s'il y a résistance ou pas. Donc le client, il l'avait pas. Ici, là, tu as la sonde de température ECS haut. Et là, ce que j'ai mis en vert, le P, là, c'est là où il y a l'anode au magnésium. Là, on le voit, le petit fil électrique, là, donc le fil de terre. C'est là où il faut ouvrir et mettre entre les deux, là, un ampèremètre qui est capable de mesurer quelques milliampères ou un testeur d'anode au magnésium. Bon, c'est une sorte d'ampèremètre spécialisé pour ça. Là, ici, en R, on a la sonde de température ECS du bas. Donc déjà, là, on peut voir les deux sondes. Donc quand même, en réalité, quand je dis le régulateur, c'est l'affichage du régulateur parce que la régulation, c'est une platine électronique. Donc c'est l'affichage du régulateur et le module de commande, c'est l'interface. Donc on voit que l'interface n'est pas sexy. On est à des années-lumière d'un petit écran style smartphone. Donc là, ici, qu'est-ce que l'on a? Donc en A, on a l'ouverture pour câble de raccordement 230 volts. Ok. En B, c'est câble d'alimentation électrique. D'ailleurs, on le voit aussi ici, A. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc en C, c'est l'ouverture pour câble de raccordement très basse tension. En D, on a l'eau chaude R1, comme ça qu'ils appellent ça. Donc ça doit être le départ d'eau chaude. En E, on a le doigt de gant pour limiteur de température de sécurité solaire. Donc ça, il faut que le ballon soit adapté, bien sûr. C'est le WWK et je sais plus c'était quoi la lettre d'après là. Donc là, c'est juste un WWK, donc je pense qu'il n'y est pas, ce doigt de gant là. En F, ici, là, on a le tuyau en PVC, donc c'est diamètre 19 mm, c'est pour les condensats. En G, on a le bouclage ECS. Donc le bouclage ECS, il vient au milieu ici. Donc départ ECS en D, retour ECS, le bouclage ECS en G. En H, uniquement type WWKS, c'est le départ circuit solaire, donc celui-là, je ne l'ai pas. En K, uniquement pour type WWKS, c'est le retour circuit solaire. Et en L, on a l'eau froide, arrivée d'eau froide en bas, et pour faire la vidange. Donc après, tout ça, je l'ai montré. Et en S, donc là, c'est l'avant du ballon. En S à droite, c'est l'air évacué. Donc ça serait chez eux, l'air évacué, ça veut dire c'est l'air qui va être évacué à l'extérieur de la maison. Et là en T, là, ils appellent ça l'air extrait. Alors ce qui est rigolo, c'est que extrait, évacué, en français, c'est un synonyme, quoi. Donc ça veut dire la même chose pour moi. Donc eux, l'air extrait, c'est l'air qui est extrait de la maison. Donc on extrait l'air de la maison qui rentre dedans et on l'évacue vers l'extérieur. Donc là, j'ai mis du temps à comprendre ça. Parce que pour moi, extrait, évacué, c'est la même chose. Ils auraient dû écrire air entrée, air sortie, tu vois. Au moins, tu vois le sens de passage de l'air, tu vois le sens de passage des flux. Donc ici, là, c'est l'air qui rentre dans l'évaporateur. L'évaporateur est au milieu, là. Il y a une cloison, là, qui est censée faire l'étanchéité, là. Et après, avec le ventilateur centrifuge, qui a une turbine à réaction, l'air est dégagé vers l'extérieur, dans une gaine. Donc voilà pour ça. Donc c'est dommage qu'ils aient pas mis les informations à côté du schéma de principe. Donc pour retirer le couvercle, donc ici pour l'air ambiant, il faut diviser les vis. Donc là on est dans la notice de montage. Et on voit comment c'est fait. On voit ici l'évaporateur. Et là on voit qu'il y a une sorte de joint en mousse là pour faire l'étanchéité entre ici et ici. Ça c'est toute la partie électrique de la machine. Donc il doit y avoir la régulation dedans. Et là on peut voir le compresseur qui est ici. Donc l'air rentre ici et ça sort ici vers l'extérieur. Voilà, donc là on a le schéma avec un fonctionnement sur air extrait, donc l'air qui provient de la maison. Donc le A, donc l'air c'est bien ici là. L'air du garage rentre dedans, ça passe dans l'évaporateur et ça sort en B. L'air est évacué à l'extérieur. D'ailleurs, ils auraient pu y mettre des flèches, ça aurait été plus clair. Des flèches dans le sens du passage de l'air. Donc là, on est sur le petit passage, page 17, monter le système de gaine d'air extrait, air évacué. C'est vrai que la première fois que je suis tombé dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire air extrait, air évacué? Ça veut dire la même chose en français. Donc voilà, donc là après, c'est là où tu vois dans les documentations, des fois, il y a des constructeurs, ils ont une logique, j'ai envie de dire, étrange, et il faut s'adapter à leur logique, surtout quand ça vient de l'étranger, c'est pas probablement qu'en allemand, là, c'est pas la même terminologie, donc ça, c'est probablement un truc qui a été traduit de l'allemand vers le français, et quand tu lis ça, même si c'est en français, tu comprends rien, quoi. On nous dit qu'il faut surtout pas mettre ça à côté d'une cheminée, parce que tu risques de faire refouler les fumées de ta cheminée dans ta maison. Donc ça, ils en parlent. Donc isoler toutes les gaines d'air extrait de manière étanche à la diffusion de vapeur. Donc ça, c'est pareil, ça. En gros, là, d'après ce qu'ils disent, l'air extrait, c'est l'air qui vient de la maison. Afin de prévenir la formation de condensat, isoler les gaines d'air évacuées et les manchons de raccordement du couvercle pour air extrait de manière étanche à la diffusion de vapeur, avec une épaisseur de moins 50 mm. Donc oui, comme l'air sera très froid ou froid dans la gaine qui sert à évacuer cet air-là. Donc si de l'air à température ambiante touche cette gaine, si elle n'est pas isolée, de l'eau va se former, ça va condenser, ça va couler. Lorsque le chauffe-eau thermodynamique est à l'arrêt en hiver, de l'air extérieur froid peut pénétrer dans le local d'installation par la gaine de rejet d'air évacué. Pour l'éviter, installer des clapets anti-retour à faible résistance non fournis. Voilà, donc ça c'est si tu as ton ballon dans ta cuisine.
Donc là, ils te le disent carrément, hein. Est à l'arrêt en hiver. Donc ça veut dire que si dans un endroit où il fait très froid, ça sert à rien, quoi. Et bien l'air froid va rentrer dans ta maison par le biais de cet appareil-là, quoi. Donc ils te disent de mettre des clapets anti-retour sur l'air à faible perte de charge. Donc il faut garantir une température d'air extrait entre 15 et 35 degrés. Donc je suis pas sûr que avoir mis ce ballon dans le garage ait été une bonne idée parce que l'hiver, à moins qu'il soit chauffé, il fera pas 15 degrés dans le garage. Le raccordement des hautes aspirantes de cuisine au système de gaine n'est pas autorisé, bah heureusement oui. Sinon l'évaporateur, le pauvre, il serait encrassé à une vitesse extrêmement rapide. Et en plus, ça boufferait l'échangeur, suivant ce qui passe dans la hotte. La perte de charge totale maximale admissible, delta P total pour tous les composants, y compris les traversées de murs du système de gaine, est de 100 pascal. Donc ça, il faut faire des prises de pression dans les gaines. Bon, ici, ça sert à rien parce que c'est tout petit. Installer des pièges à son pour éviter les bruits d'écoulement. Ça, c'est un gros problème quand il y a de l'air qui circule dans un tuyau. Si c'est mal fait, ça fait du bruit. Afin de prévenir les bruits d'écoulement et une hausse de la consommation d'énergie suite à des pertes de charge, ne réduire les sections des gaines qu'après une répartition du débit volumique, par exemple à l'aide de T. Amortir les vibrations des gaines, traversées de murs et raccordements au chauffe-eau thermodynamique. D'accord ? Donc là, on a leur petit schéma de principe. Là. Donc on voit à droite, là, l'air va dehors. Et là, on voit qu'à gauche, donc lui, il doit être dans le garage, lui. Et ils prennent l'air qui est à l'intérieur de la maison parce que l'air à l'intérieur de la maison est plus chauffé. La température est plus haute que l'air qui est dans le garage. Ok. On remarquera que là, il parle du découplage anti-vibration et que pour éviter que le bruit du compresseur, comme ça vibre, transmette ces vibrations par le biais du tuyau, donc si c'est en cuivre, en B, ils mettent des liaisons flexibles pour les raccordements hydrauliques pour éviter que les vibrations se transmettent dans les tuyaux. Donc là, on a différentes représentations du système, là, au niveau des gaines, tout ça, les diamètres nominales, ça donne une idée. Donc ça, c'est pour le monteur, bien sûr. Donc raccorder l'évacuation des condensats. Des condensats se forment à l'intérieur du module de pompe à chaleur durant la production d'eau chaude sanitaire, de même qu'en mode ventilation seul. Ces condensats doivent être évacués dans les égouts. D'accord. Donc là, on a une manière de raccorder les condensats. Bon, ça, c'est pas top parce que s'il y a un bouchon, là, s'il y a de la saloperie qui se met dedans, pour déboucher ça, bon courage. Le mieux, ça reste le siphon, hein, car un siphon, c'est plus facile à démonter et à contrôler. Donc là, ils nous disent que équiper la conduite de bouclage d'une pompe de bouclage ECS, d'un clapet anti-retour et d'une horloge de programmation. La circulation per thermosiphon n'est possible que sous condition. Donc ça, ils disent ça parce que faire tourner une pompe de bouclage ECS toute la journée, tu vas réchauffer tes tuyaux d'eau chaude toute la journée, mais comme ils sont pas calorifugés, ça va aussi chauffer ta maison. Et donc ça va être des dépenses d'énergie pour rien parce que c'est pas le but d'eau chaude sanitaire de chauffer ta maison, c'est le chauffage. Donc c'est pour ça qu'ils doivent mettre une horloge de programmation, donc qui va être réglée que pour le matin quand les gens se réveillent, hein, s'ils prennent leur douche le matin ou le soir. Hein. Voilà, le seul souci, c'est que c'est de l'eau chaude. À un moment donné, elle sera entre 40 et 50 degrés. Et pendant un certain temps, elle sera à la bonne température. Que des bactéries comme la légionnelle puissent se développer. C'est le seul souci de ce système-là. C'est qu'on va passer d'une eau chaude à une eau tiède, à une eau froide. Une eau pas froide, parce que comme c'est dans la maison, ça sera toujours tiède. Voilà pour ça. Donc là, très intéressant, ils nous mettent un petit raccordement côté ECS avec le schéma hydraulique et les symboles. Donc là, très bizarre. C'est que là, tu vois le clapet anti-retour. Moi, quand je le vois comme ça, pour moi, ça arrête. Pour moi, le sens de passage, donc c'est comme ça. Et là, pour eux, le clapet, là, comme ça, eh bien, donc tu passes comme ça et comme ça, c'est bloqué. Donc moi, souvent, plutôt le triangle, je le vois plutôt de l'autre côté. Là, je zoome, là pour moi, le clapet n'est pas dans le bon sens. Donc après, je sais pas sur quelles normes ils se sont basés pour mettre ce clapet anti-retour là. Et souvent, pour pas être emmerdé avec les clapets anti-retour lorsque tu les dessines, il faut mettre une flèche là. Comme ça, il n'y a pas de doute. Donc ici, on sait que c'est facile à contrôler dans le sens où c'est l'arrivée d'eau froide ici. Donc obligatoirement, l'eau passe comme ça. Mais l'eau ne pourra pas revenir comme ça. De plus, ce symbole-là, il est faux. Parce que ce symbole-là, tu vois, ça c'est un réducteur de pression, ok. Mais mettre un clapet anti-retour ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'ils ont voulu dessiner un disconnecteur. Mais ça, c'est pas du tout le symbole du disconnecteur. Là, on le voit, ça c'est un filtre, ça a l'air d'être purgé le tuyau, ça a l'air d'être, ça ressemble à une vanne d'isolement, ça, mais ça c'est plutôt un monopression, je pense, et ça c'est une vanne d'isolement. Voyons voir ça. Donc le N, c'est quoi le N? Le N, c'est l'eau froide, ok. Le R, c'est quoi le R? Le R, c'est le clapet anti-retour disconnecteur. Ouais. Donc le disconnecteur, ouais, ça ressemble pas à un disconnecteur. Parce que quand tu as un disconnecteur, tu as une autre sortie là pour évacuer l'eau du disconnecteur. De plus, à cet endroit du circuit, c'est pas un disconnecteur qu'on trouverait, ça serait plutôt un clapet anti-pollution. C'est un clapet anti-retour spécial. Le G, c'est la vanne d'arrêt, ok. Le P, c'est le réducteur de pression. Le O, c'est un filtre sur l'eau sanitaire. Le M, c'est une vanne de vidange. Donc le G, vanne d'arrêt. Le N, c'est quoi? Départ eau froide.
dans la maison. Le G, le G c'est toujours la vanne d'arrêt. Donc le L, qu'est-ce qu'ils appellent le L? Clapet anti-retour. Et le K, c'est un raccord manomètre. Ouais, c'est bizarrement dessiné ça. Le H, c'est quoi le H? Vanne de réglage du débit. Ouais. Et le G, vanne d'arrêt, ok. Donc après, là on voit la soupape, hein. En F, soupape de sécurité. En E, le débouché visible de la conduite d'évacuation. Donc ça c'est pour voir si la soupape elle fuit ou pas. Donc en C, c'est la pompe de bouclage de CS. En D, un clapet anti-retour à ressort. Là, ils ont carrément mis en T là, le mitigeur thermostatique. Donc automatique, je sais pas pourquoi ils rajoutent ça, parce qu'un mitigeur thermostatique, c'est avec une cartouche thermostatique, donc c'est obligatoirement automatique. Parce qu'après, il existe des vannes qui ont une fonction de mitigeur thermostatique, très grosse vanne, mais là, oui, il y a un régulateur, mais là, c'est un autre niveau, au niveau des débits. Ça, on va le trouver dans le tertiaire et le gros tertiaire. Dans les hôpitaux, par exemple. Ah, eau chaude, ok, ça c'est départ eau chaude. Quoi, c'est les départs eau chaude, ça c'est le puisage de l'eau chaude. Donc un groupe de sécurité suivant les normes en vigueur est disponible comme accessoire. Il se compose des éléments suivants, donc la vanne d'arrêt, la soupape de sécurité à membrane, le clapet anti-retour et manchon de contrôle, le manchon pour accord manomètre. Ok. Donc là on apprend que le WWK peut monter qu'à 65 degrés Celsius, hein, et que quand on a la version solaire, le S, le WWKS, on peut monter jusqu'à 95 degrés Celsius. Car c'est vrai que lorsqu'on fait de l'eau chaude sanitaire avec le soleil, la température peut monter jusqu'à plus de 100 degrés, j'ai envie de dire. Donc là on nous dit... Remarque relative au mitigeur thermostatique, donc le chauffe-eau thermodynamique peut chauffer l'eau sanitaire à plus de 60 degrés, c'est pourquoi un mitigeur thermostatique automatique doit être installé sur la conduite d'eau chaude pour prévenir les brûlures. Donc là on nous dit qu'en usine il est réglé à 50 degrés, moi 50 degrés je sais pas si ça brûle encore, ouais, je crois que c'est à peu près 45-46 degrés que ça brûle, quand ça commence à brûler la peau. Donc on nous dit que si on n'a pas mis le groupe de sécurité là, il faut implanter la soupape de sécurité sur la conduite d'eau froide, le ballon d'eau chaude sanitaire ne doit pas pouvoir utiliser de la soupape de sécurité, ok. Durant la reconstitution du stockage d'eau chaude sanitaire, de l'eau peut, pour des raisons de sécurité, sortir par la conduite d'évacuation. Donc si l'eau sort par la soupape, c'est pas pour raison de sécurité, c'est parce que l'eau se dilate et donc il n'y a pas le choix, quoi. Par contre, si on met la soupape, c'est pour des raisons de sécurité, oui c'est sûr. Donc voilà, on apprend aussi que la pression d'épreuve du ballon est de 13 bars, c'est quand même pas mal. Et la pression de service admissible maximum, c'est 10 bars. Donc là, on nous demande comment accéder à tout ce qui est platine électronique, comment des puissances. Donc bien sûr, quand on voit ça, il faut couper le jus, hein. C'est obligatoire pour la sécurité, vaut mieux. Il ne faut pas oublier de remettre la terre ici, là, parce que ça, c'est une plaque métallique. Parce que lorsqu'on a cette plaque-là, on peut être amené à débrancher ça. Donc là, on voit un peu par où passe le câble d'alimentation, quoi, les différents câbles, hein, parce que le câble d'alimentation, il va ici. Là, on voit qu'il y a donc le câble courant faible, moins de 42 volts chez eux, ça va ici. Vue d'ensemble des raccordements, fusible 10 ampères. Donc ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'ils recommandent d'installer un dispositif de protection, donc ça c'est sûr, contre les courants de fuite, tout courant de type B, pour les courants de fuite continus qui peuvent se produire avec des matériels à haute efficacité énergétique, donc différentiel de type B. Donc là on va prendre tout un passage sur tout ce qui est première mise en service, contrôle, entretien. Donc là ce qui est intéressant dans cette vue là, donc si tu veux accéder ici à l'anode, au magnésium, au centre de température qui est ici là, et ici, et si elle est présente, la résistance de chauffage de l'eau chaude, donc la résistance de secours, tu dois enlever cette première tôle là, et après il faut démonter cette tôle là. Donc tu as deux tôles à virer là. Il y a un petit passage sur le contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique. Rechercher les traces d'huile au niveau des raccords et des brasures apparentes. Les traces d'huile signalent une fuite du circuit frigorifique. Faire contrôler le chauffe-eau thermodynamique par un frigoriste agréé. Donc là maintenant ils n'emploient plus le terme de chauffagiste. Là. C'est étrange. Hein. Donc la petite procédure pour nettoyer l'intérieur du ballon. Donc bien sûr avant de démonter ça il faut absolument avoir un joint de secours pour changer le joint. Parce que si à l'ouverture le joint s'abîme, eh bien tu pourras plus refermer. Ou si tu refermes, ça sera plus étanche. Donc là, il ne faut pas prendre de risques avec les joints. Donc vidanger le ballon d'eau chaude sanitaire, séparer le ballon d'eau chaude sanitaire de la tuyauterie de sorte que le produit de nettoyage et les impuretés ne puissent pénétrer à l'intérieur de la tuyauterie. Donc eux, ils parlent de produit de nettoyage, moi j'ai jamais vu ça. Ouvrir le chauffe-eau thermodynamique, divisser la brique de nettoyage, donc la trappe d'accès. Donc attention, les objets pointus, arêtes vives et dures peuvent endommager l'apport intérieur. N'utilisez que des instruments en matériaux synthétiques pour nettoyage. Éliminez les dépôts faiblement adhérents avec un nettoyeur haute pression ou manuellement. Voilà, alors il va falloir que tu m'expliques comment tu passes un nettoyeur haute pression là-dedans. Là. Donc j'ai fait une vidéo sur un ballon, là, je sais plus, il faisait 3 mètres cubes d'eau chaude sanitaire, j'en avais plusieurs.
je l'avais ouvert, je devais le nettoyer. Et ce qu'on faisait à l'intérieur, c'était enlever tous les dépôts blancs, les dépôts de calcaire. Là, j'en avais retiré plusieurs dizaines de kilos en tout. Voilà, bon après c'était des grosses quantités de chaux sanitaires qui étaient utilisées par ce bâtiment-là. Donc là, chez un particulier, j'ai jamais ouvert. Hein. Peut-être qu'il y a des dépôts aussi à l'intérieur au fond, je sais pas. Mais ça, pour le moment, je l'ai jamais vu faire en entreprise, chez du particulier. Peut-être qu'un jour, je le verrai. Donc on nous dit contrôler et remplacer l'anode au magnésium. Nous recommandons de contrôler annuellement le fonctionnement de l'anode au magnésium. Ce contrôle peut être effectué sans interruption du fonctionnement. Le courant de protection est mesuré à l'aide d'un contrôleur d'anode. Il marque qu'une anode à courant imposé, ne nécessitant pas d'entretien, est disponible comme accessoire. Donc là, il nous explique comment faire, contrôler le courant de protection de l'anode avec un contrôleur d'anode. Donc si tu as un très bon multimètre qui mesure très bien les milliampères, tu peux le faire aussi avec ça, parce que c'est ça à la base, un contrôleur d'anode. Donc vidanger le ballon d'eau chaude sanitaire jusqu'à hauteur de montage de l'anode au magnésium. Donc ça, si tu veux la changer, ça. Ouvrir le chauffe-eau thermodynamique, débrancher le câble de masse A, donc le câble de terre. Brancher l'appareil de mesure en série entre la cosse et le câble de masse et mesurer le courant. Donc s'il est supérieur à 0,3 mA, l'anode est opérationnelle. S'il est inférieur à 0,3 mA, il faut contrôler visuellement l'anode. Remplacer l'anode au magnésium si son diamètre est de 10 à 15 mm suite à l'usure. Donc là c'est étrange quand même parce que là ils te disent quand même de vider le ballon quoi. Après moi j'ai jamais fait contrôle d'anode parce que dans le tertiaire on contrôle pas l'anode, c'est au contrat, donc tous les ans ou tous les 2 ans, les anodes sont changées. Donc j'ai envie de dire que si elle est bonne ou pas, c'est pas le problème, car c'est fait de manière, quand c'est au contrat, systématique. Et si c'est pas au contrat, c'est pas fait. Donc voilà comment eux, ils préconisent le contrôle de l'anode au magnésium. C'est intéressant. Et on voit que les courants mesurés sont très faibles. Supérieur à 0,3 mA, l'anode est opérationnelle. Inférieur à 0,3 mA, il faut contrôler visuellement l'anode. Donc voilà le passage qui m'intéresse le plus, c'est comment nettoyer l'évaporateur. Et d'ailleurs, on a vu dans la documentation utilisateur, ils n'en parlent pas de nettoyer l'évaporateur. Ils disent qu'il faut nettoyer la machine et qu'il faut appeler le chauffagiste pour faire l'entretien de la machine. Donc nettoyer l'évaporateur, danger, donc toucher des pièces sous tension expose un risque de blessure grave par le courant électrique, donc bien sûr il faut couper le jus. Par contre, ils disent ne pas effectuer le nettoyage à l'air comprimé. Donc le problème de l'air comprimé, si la pression est trop forte, ça peut écraser les ailettes. Mais bon là, il faut quand même y aller de manière agressive. Donc ça dépend, oui, à quelle pression on souffle sur l'échangeur. Si on souffle à 15 bars, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais si on souffle à 3-4 bars, ça va pas piller les ailettes. Par contre, le problème de l'air comprimé, c'est que ça va mettre de la poussière partout dans la pièce. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de le faire à l'air comprimé, parce que t'en mets partout. Danger, les lamelles ont des arêtes vives qui peuvent occasionner des blessures. Donc oui, les arêtes peuvent couper. Et ça coupe bien ces trucs. Et donc ils disent de vérifier si les lamelles de l'évaporateur sont propres et les nettoyer prudemment si nécessaire. Par contre, ils disent pas avec quoi nettoyer les lamelles de l'évaporateur. Donc on le verra plus tard dans la vidéo, mais moi j'ai utilisé une brosse avec des poils synthétiques. Donc on nous dit bien sûr qu'il faut pas le mettre en marche si le ballon n'est pas plein en eau, parce que le condenseur va monter très très vite en pression et il va déclencher la sécurité HP. Donc le pressostat HP, s'il y est, va couper la machine. Donc suivant les pertes de charge sur les localisations aéroliques, on te dit le débit volumique de l'air en mètre cubeur. Intéressant. Donc après on accède au réglage. Donc comment accéder aux paramètres de réglage de la machine. Par exemple pour changer sa consigne. On a même un réduit sur l'eau chaude sanitaire, comme le chauffage. Donc c'est pareil, on voit qu'il y a 50 paramètres. En plus ça veut rien dire. Donc si t'as pas la documentation pour savoir à quoi ça correspond, bien t'es mal. Là par exemple, là sur celui-là, le R11, on a le chauffage hebdomadaire du chauffe-eau thermodynamique à 65°C est activé contre la formation de légionelle. 0 bloqué, 1 libéré, donc soit tu l'actives ou pas, une fois par semaine. Là on a encore d'autres paramètres. À chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent quand même les paramètres état de livraison. Donc, c'est les paramètres usine lorsque tu reçois ton ballon, thermodynamique. Donc, comme ils le disent, il est censé être fonctionnel avec les paramètres de base. Donc là, on est sur la partie réglage de l'heure, tout ça. On voit qu'il y a quand même beaucoup de paramètres. Donc ça, c'est que pour les WWKS avec le solaire. Donc, on voit que le ballon thermodynamique avec l'utilisation d'un chauffage donc de l'eau chaude sanitaire par le biais du solaire, ça rajoute encore des options. Donc là on a le truc sur les sondes, les tests des relais, donc ça c'est pour voir si ton ventilateur fonctionne. Donc il faut mettre d'abord le ventilateur en marche, donc si ça s'appelle le ventilateur, oui c'est le ventilateur de l'évaporateur. Après le compresseur, s'il y a une pompe sur le circuit solaire, etc. Message de basse pression, 9 HD, message de haute pression, donc ça c'est si le capteur BP ou HP déclenche, je pense. Et voilà, on peut accéder à toutes les températures avec ce paramètre là. Donc là on a la partie interrogation de maintenance.
Donc là, oui, on contrôle les températures, ok. Comment on fait pour contrôler les sorties? Test des relais. Contrôler les sorties, test de relais. Attention, l'enclenchement du compresseur lorsque le ventilateur est arrêté peut occasionner des dommages irréversibles au chauffe-eau thermodynamique. C'est-à-dire qu'il va péter en BP assez vite, quoi, si le ventilateur ne marche pas. Donc là, après, on a tous les messages d'erreur. Donc moi, je me souviens plus, à l'époque, j'ai fait le dépannage du message d'erreur parce que ça fait longtemps, hein. Ça fait 2 ans, il me semble. Donc les messages suivants peuvent apparaître. Donc qu'est-ce que l'on a comme message d'erreur? C'est intéressant. DF, digivrage actif. C'est marrant, je ne me semble pas avoir vu de paramètres sur les digivrages. E0, court-circuit, coupure son de température, arrivée d'air. E1, court-circuit, coupure son de température, évaporateur. E3, court-circuit, coupure son de température, ECS du haut. E4, court-circuit, coupure son de température, ECS du bas. E5, court-circuit, coupure son de température des capteurs. Capteur solaire, ça, hein. EAH, température d'arrivée d'air supérieure à 35 degrés Celsius. EAL, température d'arrivée d'air inférieure à 5 degrés pour l'appareil en version sur air ambiant ou à 15 degrés pour l'appareil en version sur air extrait. END, pression dans la conduite d'aspiration trop basse, le cas échéant trop peu de fluide dans le circuit frigorifique. Donc sur cette machine-là, il n'y a pas de capteur de pression. Donc je pense que ça dépend des modèles. Par contre, il y a un pressostat, il me semble. Protection contre le gel, FRP, protection contre le gel par le système chauffant électrique active. SBY, appareil en mode veille. SHD, haute pression de sécurité. Donc c'est le pressostat HPCQ. Ok. STB, le limiteur de température de sécurité du système chauffant électrique s'est déclenché. PUO, défaut de communication compteur d'énergie monophasé triphasé. Donc là, on a la procédure pour acquitter les messages. Et voilà. Et donc là, on a l'ensemble des composants internes. Donc c'est vrai que pour dépanner une machine frigorifique, il faut savoir comment elle fonctionne. Hein. Il faut la comprendre. Sinon, c'est pas possible de dépanner un circuit frigorifique. Donc qu'est-ce que l'on a sur ce ballon thermodynamique? Donc E en A, c'est le ventilateur. Ok, en A, c'est le ventilateur. On voit qu'il est de l'autre côté de l'évaporateur. En B, on a la vanne Schrader ou valve Schrader. Côté basse pression. Donc là, en B, on est sur l'ABP. Donc c'est un compresseur au R134A. Donc si tu as des vannes à volant pour le R410A, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas te raccorder dessus. Je dis ça parce que je n'avais pas les bons accessoires pour me raccorder sur le L. Là, c'est l'HP. Sur l'ABP, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, sur le HP, je me suis déjà brûlé, pas sur cette machine-là, mais sur une autre. Parce que la boîte où je travaillais, j'avais pas, comme par hasard, le bon matos pour bosser. J'avais les vannes, mais que pour le 410. Mais là, sur le 134, le fluide frigorigène, ça brûle aussi. Hein. Sur l'HP, si ça gicle là, surtout si on est en liquide. Ce qui fait que je me suis pas raccordé lors de ce dépannage-là sur l'HP. Comme j'ai pas le matos, moi je fais plus maintenant. Je me suis raccordé que sur la BP. Par contre, je demande le matos. Hein. Après, je l'ai, tant mieux. Je l'ai pas. Et bien, quand ça me saoule, je change de boîte. Mais là, je me suis raccordé sur la BP parce qu'il n'y a pas de risque. Parce qu'on est en vapeur et la pression est faible. Et en plus, on est sur le 134A, donc ça n'a strictement rien à voir avec le 410 au niveau des pressions. Donc, on sait, on a la sonde de température évaporateur. Donc, on a un petit truc métallique. La sonde est dessus. En D, on a le pressostat HP de sécurité. En E, on a le détendeur thermostatique, hein, c'est un détendeur basique. Alors je ne sais pas s'il y a l'excitation externe, mais en tout cas c'est pas un détendeur électronique, pas à pas. Et on voit ici le capillaire avec le bulbe qui va sur la tuyauterie là. Là on voit qu'en F, c'est pas le bulbe du détendeur, hein. En F c'est la sonde de température arrivée d'air. Sonde de température arrivée d'air, donc c'est elle. Si elle détecte de l'air à 5 degrés, elle coupe tout. Hein. En G, le compresseur. En H, ouais, c'est le gros truc en blanc, là on le voit pas trop, mais en H c'est l'évaporateur, parce que là la flèche, là, hein, elle pointe la bouteille anti-coup de liquide du compresseur. En K, donc en K ça doit être oui, la petite bassine, là, quoi, l'égouttoir, l'eau coule là-dedans, et après c'est évacué, ici il y a un trou, alors si le trou est bouché là, ben ça va déborder. Donc ça ressemble vachement à un système que l'on trouve sur les petits bacs en froid commercial, là, les bacs autonomes, là. Sauf pour le ventilateur. Là, ils ont mis une turbine à réaction alors que c'est souvent des petits moteurs avec une hélice en froid commercial sur les petits meubles autonomes. Là. Donc après, qu'est-ce que l'on a? L, c'est ici, donc c'est la vanne Schrader ou valve Schrader. Donc là, on est sur le côté HP. En M, on a un clapet de retenue. Donc ils ont mis un clapet anti-retour. Et en N, on a le fil déshydrateur. Donc là, on voit ça passe comme ça, ça passe comme ça, ça passe comme ça. Donc là, il y a un clapet anti-retour, ça va dans le ballon. Donc ici, on aurait l'aspiration du compresseur, bouteille anti-coup liquide. Ici, on aurait le refoulement.
Donc là, si je prends le refoulement, là, je vais ici, ça va ici, ça va ici, ça descend, là, ça monte. Là, on a le shredder, donc on prend la pression au refoulement du compresseur. On passe ici, là, il y a le clapet anti-retour, et là, on rentre dans l'échangeur de la machine, dans l'eau, qui est dans l'eau chaude sanitaire, c'est le condenseur. On ressort du condenseur en liquide, donc ça a réchauffé l'eau, hein. Le fluide frigorigène s'est condensé, on ressort en liquide, on passe ici dans le fluide déshydrateur. On passe ici, on va là. On va tout droit, donc là on voit mal, hein, mais on dirait qu'on passe ici. Donc obligatoirement, si on est en liquide, là, on va rentrer ici dans le détendeur. Donc là on passe de l'HP à la BP. Donc là la sonde elle est en sortie détendeur. Donc après on rentre dans l'évaporateur. Donc après là, l'échange thermique se fait. Le fluide passe de l'état liquide à l'état vapeur. Et donc tout en bas là, tout en bas ici, là on est en vapeur. Là on est en vapeur, donc c'est là où on peut mesurer la surchauffe, hein. Là on est en vapeur, on passe ici, là, on passe ici. Donc là il y a la prise pression BP, on passe là, donc la bouteille anti-liquide là, et on va ici. Donc ok, donc si je veux prendre mon sous-refroidissement, eh bien, il va falloir que je mesure la température sur ce tuyau là. Là on rentre en vapeur HP, on sort en liquide HP, sortie condenseur. Et si je vais mesurer la surchauffe, donc la pression je la prends ici, et ben, en sortie évaporateur je peux mesurer la surchauffe. Après il faut pouvoir y passer les mains parce qu'on verra c'est petit là. Donc on a ce qu'il faut, capteur, prise de pression BP, prise de pression HP, donc on peut mesurer la surchauffe et le surfroidissement et donc faire un diagnostic plus précis j'ai envie de dire. Encore faut-il avoir le matos pour se raccorder en sécurité sur les prises HP. Donc je vais rajouter un petit complément d'information. Donc comme on peut le voir ici, il y a un clapet anti-retour. Donc comme on l'a vu là, je le refais vite fait. Là on a le refoulement du compresseur, on passe ici, on va tout droit, on descend ici, ça remonte. Là on a la prise de pression sur l'HP, donc là on est à l'état vapeur, on passe ici. Et là on a un clapet anti-retour avant d'aller dans l'échangeur qui est dans le ballon de chaude sanitaire. Et dans l'échangeur, donc le fluide condense et on ressort ici en HP mais en liquide. Et après on rentre dans le fluide déshydrateur, donc ici on mesure le surfroidissement. Et donc là s'il y a un clapet anti-retour, parce que c'est vrai que ça en principe on le voit pas, c'est un clapet anti-retour avant de rentrer dans un condenseur, c'est que donc là le condenseur va être plongé dans l'eau, ok, le fluide dedans va condenser, il sera à l'état liquide dans le condenseur, mais si la machine ici s'arrête parce que la consigne de chaude sanitaire est atteinte, si la température en haut est un peu froide, par exemple l'hiver, et bien le fluide, comme le ballon sera peut-être à 55 degrés, 60 degrés, le fluide va vouloir migrer vers la partie la plus froide du circuit. Et donc si le condenseur, l'eau est à 55 degrés, donc le condenseur sera à 55 degrés. Et si ici, je sais pas, moi, on est à 10 degrés parce que la machine est arrêtée depuis longtemps, et bien le fluide, il va vouloir migrer là vers le compresseur et donc il risque de condenser à l'état liquide dedans et au redémarrage du compresseur, il risque de se casser, hein, car les liquides sont incompressibles. Là, il faut être qu'en état vapeur, sinon le compresseur il est mort, il achète. Donc voilà pourquoi ce clapet anti-retour est là, c'est pour éviter la migration du fluide vers la partie la plus froide du circuit, donc ça va être ici. D'ailleurs, dans le CODESA, ils en parlent, hein, c'est la migration vers la paroi froide de Watt, de souvenir. Parce que ça, ce clapet anti-retour là, en entrée condenseur, moi je l'ai jamais vu, hein. Mais là, bon, c'est une machine particulière. On chauffe de l'eau. C'est un ballon thermodynamique. Donc ça, c'est mon premier ballon thermodynamique, hein. Peut-être que sur d'autres ballons thermodynamiques d'autres marques, c'est la même chose. Il y a un clapet anti-retour. Donc ça, c'est à voir sur d'autres machines. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Donc sur la documentation, on peut voir aussi qu'on a des petits schémas là pour contrôler les sondes de température, contrôler leur valeur ohmique par rapport à la température. Donc là, on peut voir le schéma électrique de base, la nomenclature du schéma. Donc on voit que c'est des sondes NTC de 10 kOhm. Et la sonde de température, donc des capteurs, donc je pense que c'est capteur solaire ça, c'est une PT500A, je connais pas. Et l'entrée de commande pour le ventilateur, c'est du 0,10 volts, ok. Donc tant que je suis sur le schéma électrique, on va voir exactement ce qu'il y a de raccordé sur la platine de la machine. Donc je vais commencer par le bas. Donc on voit qu'en V, on a l'alimentation électrique interne, phase neutre, on voit qu'il y a un fusible ici. En U, on a la sonde de température ECS du haut, donc c'est une NTC 10 kOhm, donc une résistance de 10 000 ohms. En T, on a la sonde de température ECS du bas, toujours NTC 10 kOhm. En S, on a la sonde de température arrivée d'air NTC 10 kOhm. En R, on a la sonde de température évaporateur. Et en P, c'est une sonde de température des capteurs. Par contre, celle-là, c'est une PT500A. Je connais pas. Ici, en haut, on a l'entrée de commande 0,10 volts pour le ventilateur. Et en N, on a l'entrée de commande PV pour autoconsommation d'énergie. Donc après, en haut de la plaque, donc ici, on a le M. Le M, c'est entrée de signalisation système chauffant électrique. Le L, c'est entrée de signalisation compresseur. Le K, c'est alimentation électrique relais.
Donc c'est vrai que là, le L et le M, on sait pas trop à quoi ça sert. Le H, c'est la sortie de commande pour ventilateur. Le F, on voit que c'est la sortie de commande pour pompe du circuit solaire. Donc ici, ça ne me sert pas. Là, on voit ici qu'il y a un thermostat qui est passant là. Donc on voit que la phase et le nœud arrivent ici. Ça passe par un thermostat. En G, c'est le système chauffant électrique. Et on voit que c'est en J17, donc le 6 et le 5. Donc c'est le E là. Sortie de commande pour système chauffant électrique. C'est quand la OUI est activée que ici ça devient passant. Alors peut-être que c'est un thermostat de sécurité, je sais pas, c'est pas expliqué là, c'est pas indiqué dans la documentation. Donc ça semblerait être un thermostat de sécurité de surchauffe sur la résistance au cas où le relais, les contacts du relais resteraient bloqués, fermés. On voit que en D, sortie de commande pour compresseur. Là on voit qu'il y a une phase qui arrive. En P, donc ça c'est le pressostat, hein. Pressostat HP sécurité, c'est pas écrit mais je vois que ça. Donc là pareil, c'est un thermostat, donc ou alors c'est un contact de protection thermique du style Kixon. Et pareil pour la résistance électrique, là ce qui ressemble à un Theta, là ça aurait été, c'est pas un thermostat, c'est probablement un Kixon. Contrôle la température maximum de l'appareil qui s'ouvre si la température est trop haute. Mais bon, le symbole est quand même bizarre, je trouve. D'ailleurs, ici, là, le C, c'est bien le compresseur. Après, en B, on a le Modbus, raccordement pour compteur d'énergie. Et en A, on a le raccordement module de commande. Donc voilà ce que l'on a au niveau du schéma électrique sur cette machine-là. Donc on voit qu'on a un pressostat HP sécurité, mais il n'y a pas de pressostat BP sécurité. Et il n'y a pas non plus de capteur de pression HP ou BP. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que le groupe, là, théoriquement, tu pourrais le sortir entièrement du ballon. Là. Donc, quand on a le ballon échangeur, dedans, ils ont posé le groupe. Après, il faut braser là, les deux tubes. Là, on a le coffret électrique. Donc ici, là, on a la nomenclature des pièces qu'il y a là. Ils disent des pièces détachées. Donc ils précisent bien dans la documentation, là, c'est la note au magnésium diamètre 40, c'est une pièce d'usure. Donc là, ce qui va être intéressant, là, c'est en 10. Donc ils appellent ça, donc en réalité, c'est tout un ensemble. Hein. C'est la bride pour anode avec joint. Donc en 11, on a le joint. Et en 12, on a l'anode au magnésium diamètre 40 x 520, 490. Donc ça doit être diamètre 40 et sa longueur 52 cm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ici, là, tu es censé avoir la résistance électrique pour chauffer le ballon en secours ou en appoint et elle n'y est pas en pièces. Elle n'y est pas ici, là, sur la liste des pièces détachées, c'est étrange. Donc à la fin du petit cahier, là, on a le procès-verbaux, là, si tu veux, là, quand tu fais les entretiens, tu peux t'écrire 2-3 trucs dessus. Et là, on a un petit récapitulatif des données techniques du ballon thermodynamique. Donc on aura un COP de 3,7, mais il ne précise pas exactement la température, quelle température d'eau, à quelle température d'air qui arrive sur l'évaporateur ont été faits ces tests-là, donc on ne sait pas trop là. Donc voilà pour cette documentation. Hein. Donc on voit que c'est assez long. Et quand tu es en dépannage et que tu fais plein de marques différentes, eh bien si tu connais pas, tu es obligé de mettre les patouilles dans les docks et ça peut prendre du temps. Donc en plus, si tu es dans un endroit où il caille, où tu as un client qui est énervé, qui a la pression, tu vois que le dépannage sur ce type de matériel-là, donc matériel de particulier, ça peut être compliqué parce que le client, souvent, il va pas te lâcher, il va être à côté de toi en permanence. Donc c'est pas facile de lire une doc quand il y a un mec à côté de toi. Alors que quand on fait du professionnel, du tertiaire, tout ça, là, en principe, le client, il dit il a un problème, puis il se casse. Et donc après, tu peux faire ton dépannage, j'ai envie de dire, entre guillemets, tranquillement. Hein. Surtout si c'est pour du confort. Bon, après, quand c'est du process, c'est pas la musique. Mais là, avec le particulier, tu as toujours l'impression que tu as affaire à du process parce que tu as toujours des gens qui ont la pression, tout ça. Alors qu'en réalité, c'est que du confort. Hein. Dans le sens où il n'y a pas de conséquences financières. Si tu n'as pas d'eau chaude sanitaire pendant plusieurs jours, c'est juste de l'inconfort. Tu auras. En tout cas, que le client aura. Donc voilà pour cette partie de la documentation. Donc là, sur cette photo, on voit un petit peu l'environnement du chauffe-eau thermodynamique. Donc là, on voit l'évacuation des condensats ici, là. On voit que ça descend ici, là, et ça va ici, là. Quoi, ça va ici? Ça va là, ça descend ici. On voit qu'ici, il y a un siphon pour l'évacuation donc de la dilatation de l'eau chaude sanitaire parce qu'il n'y a pas de vase d'expansion. Par contre, on voit qu'ici, là, il n'y a pas de siphon, là. Hein. Il n'y a pas de siphon au niveau de l'évacuation, là, du chauffe-eau thermodynamique. Là, on voit qu'il y a l'évacuation là, de la chaudière à condensation. Donc là, on voit qu'ils ont mis un neutraliseur de condensat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Après, on voit que c'est une chaudière donc à condensation et on voit que là, il y a deux gros tuyaux. Donc ça, c'est une chaudière qui fait que du chauffage. Et au milieu, là, on le voit ici, là, c'est le tuyau du gaz et on voit que ça n'a pas été peint. Là, on voit la vanne gaz. Là, on voit que ce tuyau-là qui part, là, il doit aller dans la cuisine. C'est aussi un tuyau de gaz. Donc on voit que c'est dangereux quand même là, parce que là c'est pas peint en jaune, donc tu sais pas, faut faire attention. En tout cas, si tu le peins pas, tu mets une étiquette que c'est du gaz, quoi. Donc là, c'est sûrement ici, là, c'est l'allée chauffage.
Là, ça va être le retour chauffage parce qu'il y a un pot à bout, je pense. Si je zoome, on voit le pot. Par contre, il n'y a pas de vanne d'isolement pour vider le pot. Donc ça, c'est chelou, ça. Parce qu'en principe, un pot, si tu veux le vider, il faut l'isoler du réseau de chauffage. Donc s'il faut tout vider, c'est un peu con, quoi. Donc là, on voit un tuyau qui sort, là. Donc c'est tout en haut. Donc ça va être l'eau chaude sanitaire du ballon de thermodynamique. Ça passe ici, ça va là. Donc là, on voit que ici, on a l'eau chaude. Donc là, ça va être l'eau froide. C'est ça. On voit ici l'arrivée d'eau froide, on voit un réducteur de pression, le manopression. Donc là, on voit une nourrice de distribution d'eau froide. Donc là, ça distribue aussi l'eau froide. Donc là, il a mis du PER rouge. Il devait avoir que ça, le gars. Donc l'eau froide va ici, l'eau chaude est ici et le mitigé part ici. Voilà. On voit la liaison équipotentielle. Donc là, il a mis les raccords et tout, c'est super. Les colliers spécifiques pour les liaisons équipotentielles. Là, il a dû marquer ses gaines avec du scotch. On voit que ça se décolle, c'est dégueulasse. Donc la maison a 5 ans, bon, ça va disparaître. Après, on ne saura pas qui fait quoi là-dedans. C'est un peu con, je trouve. Et là, on voit qu'il n'y a pas de vanne d'isolement aussi. Et donc là, on voit, donc ça c'est l'eau froide. Là, on voit que l'arrivée d'eau froide va sous le ballon thermodynamique. Donc voilà pour ça. Et donc, eh bien, je nettoie l'évaporateur avec ce que j'ai. Donc, c'est une sorte de goupillon avec des poils en plastique. Donc, je gratte avec ça et avec l'aspirateur, j'aspire en même temps. Je passe cette brosse à poils souples sur tout le long de l'évaporateur. Et on remarquera qu'il ne faut pas qu'elle soit trop grosse parce que tu as les tuyaux du circuit frigorifique qui peuvent gêner. C'est pas si évident que ça à nettoyer. Donc là, on peut voir que je l'ai nettoyé et on peut voir que c'est relativement propre. Donc là, on peut voir la partie droite de l'évaporateur. D'ailleurs, on peut voir cette photo là au fond, là en gris, le fil déshydrateur. Et là où il y a la flèche, on peut voir le clapet anti-retour. Donc que l'on a vu précédemment sur le schéma de principe. Donc ici, on voit la partie gauche de l'évaporateur. Donc là où il y a la flèche, on peut voir le pressostat HP. Et on peut voir que le détendeur est calorifugé. Et on peut voir aussi, là où il y a la flèche, le câble de la sonde qui mesure la température sur l'évaporateur, donc c'est-à-dire la température d'évaporation, j'ai envie de dire. Ce que l'on a vu précédemment dans le schéma de principe. Et donc là, sur cette vue, on peut voir que j'ai fini de nettoyer l'évaporateur. Et donc, je vais être prêt pour brancher mon mano PP. Parce que le HP, là, comme j'ai dit, j'ai pas ce qu'il faut pour le brancher. Et mettre en marche la machine, voir ce qui se passe. Donc avant ça, je vais en profiter pour faire un petit récapitulatif, comme la photo est bien nette et que l'évaporateur est tout propre. Donc premièrement, là, tout ce qui est groupe froid, théoriquement, tu peux sortir tout un bloc. Bon, bien sûr, c'est brasé ici et ici, donc tu peux pas le faire. Mais ce que je veux dire là, ça on le verra plus tard parce que ce sera important. Là, on voit que tu as donc un polystyrène et là, tu as la jaquette tout autour de la machine. Ce que je veux dire là, c'est que ça là, tu peux pas le démonter là. C'est-à-dire que si tu as une fuite sur une crosse là, mais tu peux pas enlever la jaquette. C'est-à-dire que cette machine-là n'est pas faite pour réparer en position. C'est-à-dire que si tu dois réparer une crosse, là, tu es obligé de tout sortir, là, tout l'ensemble. Là. Tout ça, il faut le sortir. Là. Donc c'est pour ça que cette machine, je trouve qu'elle est mal faite pour la maintenance. Donc je pense que cette machine a été conçue comme un frigo. C'est-à-dire qu'elle n'est pas censée tomber en panne au niveau du circuit frigorifique. Voilà, c'est-à-dire que ton frigo, tu le mets en marche, tu touches plus. Et au bout de 15 ans, quand il est mort, tu changes. Voilà. Donc ça s'enlève pas ça. Donc si tu veux débraser ces deux tuyaux là, ici et ici pour sortir tout le groupe là, je sais pas comment tu fais là. Je sais pas comment il faut en usine pour braser ça, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc en récapitulatif par rapport au schéma de principe, sauf que là c'est une vraie photo donc c'est le vrai circuit. Là on a le compresseur. En haut on a le refoulement. Le tuyau il passe ici, on remarquera que le refoulement n'est pas calorifugé. On passe ici, on passe là, on le voit très bien, ça descend, après ça remonte, comme sur le schéma de principe. Là on a la prise, la valve Schrader, donc il y a un bouchon enlevé, mais c'est une valve Schrader. Ici on branche son mano HP, là on voit qu'il y a un T, ça descend là, on voit qu'il y a le clapet anti-retour, et après on rentre dans l'échangeur, dans le condenseur qui est dans le ballon, et qui sert à chauffer l'eau. Et là quelque chose de très important, on voit que c'est plus du cuivre là. Là on est sur de l'aluminium, et ça c'est pas bon ça, quand il y a des pannes. Donc là on rentre dans le condenseur, de l'autre côté on ressort du condenseur, donc là on rentre en vapeur, ici on ressort en liquide, on voit le filtre déshydrateur, ici là, après on a le tuyau ici, donc là on est en liquide, on est toujours en HP, on arrive ici, là ça descend, là il y a un T, donc là c'est le capteur. C'est pas un capteur, c'est un pressostat HP sécurité. Ok, donc là après on voit que ça va ici. Là on est sur le détendeur thermostatique. Donc là on voit ici, là on voit les spires du capillaire. Donc je sais pas où est le bulbe, il doit être en sortie évaporateur.
donc caché quelque part vers là-bas. Donc là on voit que, bon ici là maintenant on est en BP, donc là on voit que tout est calorifugé, hein, parce que sinon, vu qu'on est sous le point d'eau rosé, eh bien ça condenserait en permanence. Donc là on rentre dans l'évaporateur, hein, donc après tous ces tuyaux là, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, donc ça navigue là-dedans là. Et après ça ressort tout en bas, tout en bas. Donc c'est difficile à voir parce que les deux sont côte à côte. Mais après, donc là on a un tuyau là qui doit passer derrière là. Et là on remonte ici là. Donc ça c'est la prise de pression sur la BP, parce que là tout est calorifugé là. On arrive ici sur la bouteille anti-coups liquide et voilà, on arrive au compresseur. On a fait un tour complet du circuit frigorifique. Alors sur cette photo, on voit là le détendeur, on voit le capillaire ici là, on voit qu'il est enroulé et on voit qu'ici il est là. Il est sous le calorifuge. Donc sortie évaporateur, ça va être, on voit pas trop de ce côté-là là. Ça passe ici et après ça remonte. Donc ouais, là on le voit bien, le capillaire, le bulbe du détendeur et sur cette partie-là de la tuyauterie. Et là on voit le pressostat HP sécurité qui est sur la ligne liquide. Donc on remarquera sur le modèle que j'ai, c'est que je n'ai pas de pressostat BP sécurité sur ce modèle-là. Par contre, j'ai un pressostat HP sécurité. J'ai une sonde de température en sortie d'étendard, donc qui mesure la température d'évaporation, et c'est tout, en tout cas de ce qui est visible. On le voit, je pense que c'est ça le tuyau BP là, on voit mal là, et je pense que ça va ici et ça passe par là. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après dans les documentations, ces machines là, il y a un modèle mais avec 50 options, donc suivant ce que tu prends en option, tu auras des trucs en plus ou pas sur la machine. Et donc là, ce que je disais là on voit ici là, ça c'est couleur aluminium. On voit les petits tubes en cuivre rentrent dedans. Donc on a l'impression que c'est un sertissage aluminium cuivre. Ça n'a pas l'air d'être brasé, difficile à voir là comme ça. Mais quand je vois ces textes croissants, je me dis que c'est un sertissage. Donc ça, je vais revenir après dans la vidéo. Donc voilà, donc moi ce que je fais c'est que je branche mon mano BP, donc en plus, donc coup de bol dans cette boîte là j'ai des manos sans fil, donc je branche mon mano BP sur le R134A. Le HP je branche pas, comme j'ai dit j'ai pas la vanne à volant pouce shredder là, qui permet de brancher sur le HP en sécurité ces manos. Je me suis déjà fait brûler 2 fois, donc maintenant j'ai compris. Je fais plus maintenant quand j'ai pas le matos. Voilà pour ça. Donc sur cette photo tu peux voir mon mano BP sans fil, Bluetooth là. Donc pour pouvoir accéder à la donnée, il faut un smartphone ou une tablette. Et ce que j'ai envie de rajouter, ce qu'il y a d'extrêmement bien avec ce type de capteur de pression sans fil, c'est que lorsque tu fais du diagnostic, que quand tu fais une intervention de dépannage, c'est toujours en 2 temps. Le premier temps, ça va être déjà de poser le diagnostic. Et une fois qu'on est sûr du problème, après, il va falloir réparer. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Et c'est vrai que dans ce deuxième temps-là, tu vas peut-être devoir commander des pièces. Et en tout cas, tu vas devoir utiliser un manifold avec des flexibles classiques. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu n'as pas besoin de tirer au vide. Le gros souci avec les manifolds classiques, c'est que même quand tu fais le diagnostic, tu veux bien le faire. Et si tu veux travailler proprement, tu dois tirer au vide tes flexibles. Surtout que là, on est sur de la petite machine, de la petite charge frigorifique. Alors, il y a des installations, moi j'ai déjà vu, j'ai des collègues frigoristes, tu leur dis de tirer au vide les manos juste pour faire des contrôles, ils vont rigoler quoi. C'est-à-dire qu'ils vont faire une chasse pour éviter de faire entrer de l'humidité et de l'air dans le circuit frigorifique. Mais dans la théorie, tu es obligé de tirer au vide tes flexibles. Sauf qu'il faut une pompe à vide pour ça. Donc le gros intérêt de ça, c'est que s'il faut aller sur le terrain, en toiture, en tout cas n'importe où, tu peux brancher tes manos sans avoir besoin de la pompe à vide vu qu'il n'y a pas de flexible. Et surtout, travailler proprement sans faire des chasses de fluide frigorigène, donc chasser l'air qu'il y a dans les tuyaux, c'est-à-dire faire des petits dégazages sauvages. Donc ça pour moi, en première approche pour du diagnostic en dépannage sur machine frigorifique, le top c'est ça. Je rajoute que qui dit pompe à vide dit qu'il faut une alimentation électrique en 230 volts. Et si tu as déjà été faire un tour en toiture, avant de trouver une prise, il va falloir te lever très tôt. Ce qui veut dire qu'il faut en plus tirer une rallonge. Donc pour le diagnostic, t'as pas besoin de tirer une rallonge, tu vois. Par contre, tu as besoin de connaître tes pressions. Donc c'est vrai que pour du dépannage, pour faire le diagnostic, ça c'est super. Et après, une fois qu'on connaît la panne, et bien après, oui, il va falloir sortir, j'ai envie de dire, l'artillerie lourde. Parce que si tu veux intervenir sur le circuit frigorifique, il va falloir prendre la station de récupération, les bouteilles, etc. Mais là, on n'est plus en phase de diagnostic. Là, on est en phase de réparation. Et là, c'est plus du tout la même musique. Je rajoute, tant que j'y suis, quand je faisais du froid commercial, je n'ai jamais réussi à me faire payer ces manos-là. Donc, une fois que le mano est branché, tout ça, avant de mettre la machine en marche, il faut faire le premier relevé de pression. Donc là, je suis bien sur le R134A. Le capteur de pression relève 3,32 bars. On voit qu'on est sur de la pression relative. Et à la relation pression-température du fluide, ça correspondrait donc à une température de 11,5
14,3 degrés Celsius. Donc ça veut dire qu'il y a du fluide dans la machine. Le souci, c'est que je ne sais pas quelle est la température de l'eau qu'il y a dans le ballon. Je n'ai pas regardé, mais je pense qu'on a une température quand même qui est beaucoup plus élevée. Mais je ne m'en souviens plus. Donc maintenant que j'ai ces données-là, donc je sais qu'il y a du fluide, que la machine n'est pas vide ou complètement vide, eh bien je vais mettre en marche la machine pour voir comment se comporte la BP. Donc maintenant je vais mettre la machine en marche. Donc la séquence ne dure pas longtemps, mais on voit quoi? On voit que donc la machine démarre, il n'y a pas de souci, mais on voit qu'on évapore à moins 18 degrés. Sur la photo là, on est à 0,38 bar de pression. Donc ça, c'est pas une chambre froide négative. Donc on n'est pas censé évaporer à moins 18. D'ailleurs, c'est un gros défaut, un gros reproche que je trouve à la documentation Viessmann, en tout cas sur celle qui est réservée aux professionnels, c'est qu'il ne marque pas à l'intérieur, ou alors je l'ai pas vu, mais ça m'étonnerait que je sois passé à côté. C'est la pression d'évaporation en fonctionnement normal. Donc suivant la température de l'air ambiant là, et suivant la température de l'eau qu'il y a dans le ballon. Ça, c'est des données importantes pour aider, ou en tout cas pour faire son diagnostic plus vite. Donc ça, c'est un gros manquement de la doc. Donc moi, qu'est-ce que je vois? Là, on est sur un ballon thermodynamique. Donc pour moi, c'est comme une clim. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas censé évaporer sous les 0 degrés. Car qui dit évaporation sous les 0 degrés dit prise en glace. Et qui dit prise en glace dit l'échange se fait plus, et s'il y a un BPCQ, on coupera au BPCQ, et si il n'y a pas de BP sécurité, tu auras l'évaporateur et qui prendra en glace, comme on peut le voir des fois sur des clims là, avec un gros glaçon à l'arrière, sachant que quand tu évapores sous 0 degré, donc ça veut dire qu'il va y avoir du givre et de la glace, et donc il va falloir mettre des cycles de dégivrage. Donc je pense pas que cette machine gère des cycles de dégivrage, parce que sur la documentation il n'y a rien du tout, sauf un endroit où il parle de dégivrage, mais il n'y a pas de paramètres, il n'y a rien du tout qui spécifie qu'il y a un dégivrage qui est programmé sur cette machine là. Et donc s'il n'y a pas de BP sécurité, ça veut dire que le compresseur peut fonctionner avec une BP extrêmement faible, et ce qui peut arrêter le compresseur, c'est soit le cliqueson, c'est-à-dire que le haut du compresseur chauffe tellement, comme il est plus refroidi, que le cliqueson s'ouvre et arrête le compresseur, ou alors peut-être avec le temps de fonctionnement du compresseur et ce que mesurent les sondes, il y a peut-être un algorithme qui dit à la machine que là il y a un problème, et ça je ne sais pas comment à ce niveau là la machine gère son truc. À mon avis, il doit exister une documentation qui donc comble tous les manquements de la documentation qui est fournie publiquement, mais voilà, c'est probablement une documentation à diffusion très restreinte dont le commun des mortels n'a pas accès. Voilà, donc là pour moi il y a un gros souci, le fluide n'alimente pas correctement l'évaporateur. Donc je sais plus si j'ai mesuré la surchauffe, je m'en souviens plus, mais là la surchauffe doit être très grande, donc il y a deux possibilités là. Soit le détendeur est bloqué, ça peut arriver, par exemple le bulbe déconne, il HS, ce genre de choses, ou soit il y a un manque de charge, il y a une fuite. Donc vu la machine, je me dis que on va plutôt partir sur un manque de charge. Et c'est là où on voit que c'est très important d'avoir du matériel adapté pour travailler. C'est que si j'avais branché mon mano HP, bien j'aurais pu mesurer mon sous-refroidissement, et alors là ça m'aurait fait une levée de doute définitive, c'est-à-dire que quand tu as toutes ces valeurs là, après il n'y a plus de doute sur la cause du problème. Donc là, comme je vois qu'il y a du fluide, j'arrête la machine. D'ailleurs au bout d'un moment elle s'est arrêtée toute seule, elle se mettait en défaut, mais j'ai oublié le défaut, et je fais une recherche de fuite avec mon détecteur vu qu'il y a du fluide, et j'arrête la machine pour que la pression remonte au niveau de la BP, pour que ça soit plus facile pour mon détecteur de recherche de fuite frigorigène de trouver la fuite. Alors si j'avais eu ma prise là, c'est-à-dire ma vanne push shredder là pour le R134A à mettre sur la HP, j'aurais bien sûr pris mon sous-refroidissement. Ça aurait été une valeur en plus pour affiner le diagnostic. Donc c'est très important d'avoir du matériel adapté pour être performant en dépannage. Donc lorsque j'ai fait ma recherche de fuite, on avait vu que de l'autre côté ça sonnait, donc continuer ma recherche de fuite, tout ça. Et en réalité là où ça sonnait vraiment à chaque fois, c'était sur un des deux raccords, je me souviens plus c'est lequel, mais c'était au niveau là de la jonction entre l'aluminium et le cuivre. Donc moi je suis jamais intervenu sur des échangeurs en aluminium. Je sais qu'à une époque, quand c'est sorti en foire commerciale, c'était un nid en merde parce que ça perçait. Après quelques mois d'utilisation, mais c'était des évaporateurs.
Donc là, on est sur un condenseur. C'était des défauts de série. Bon, voilà, il y a eu des gros soucis avec ce type d'échangeur-là. Donc là, au début, je pensais que c'était brasé. Mais en réalité, je me rends compte que pour moi, ça, c'est un raccord à sertir. J'ai l'impression que c'est un raccord à sertir. Bon, après, j'y connais rien en aluminium. Je n'y ai jamais touché. Donc s'il y a une fuite ici, donc il va falloir rebraser. Si c'est un raccord, il va falloir le changer. Et comme j'ai dit, je connais pas. Donc voyant qu'il y a une fuite là-dessus et que c'est de l'aluminium, n'ayant jamais intervenu sur ce type de brasure ou de raccord, eh bien je décide donc que cette intervention-là n'est pas pour moi. C'est-à-dire que là je suis dans mon domaine de non-compétence. Car l'aluminium, donc c'est un métal qui a un point de fusion de 660 degrés Celsius, d'après ce que j'ai trouvé sur Google, et le cuivre a un point de fusion de 1085 degrés Celsius. Donc l'aluminium fond beaucoup plus vite que le cuivre. Donc la chauffe, ce n'est pas du tout la même. Donc en gros, l'aluminium, ça fond pratiquement à la température de fusion d'une baguette argent, en gros. Donc tu travailles pas l'aluminium comme tu travailles le cuivre. Donc quand tu n'as jamais travaillé l'aluminium, tu as vite fait de percer, de faire des conneries. Donc quitte à faire des conneries, autant que ça soit sur un banc d'essai que sur une vraie machine d'un vrai client. C'est-à-dire que autant si ça avait été un client professionnel et que cette machine aurait été au contrat, j'aurais pu m'auto-former, j'ai envie de dire, sur le site du client pour débraser ça, voir un peu comment c'est foutu, tu vois. Parce que quand tu es sur des machines qui sont dans le contrat de maintenance d'un gros site, que tu passes 1 heure ou 4 heures, ça changera pas grand-chose. Ce qui n'est pas le cas pour un particulier, parce que lui, il paye. Il paye, j'ai envie de dire, à l'heure ou au forfait, alors que dans un contrat de maintenance, le client, il paye à l'année, et le seul truc qu'il va payer, c'est le montant des pièces, si les pièces dépassent un certain prix, c'est tout. Donc là, ce que je fais, j'appelle un collègue frigoriste dans la boîte où je suis, peut-être que lui, il connaît, car lui, ça fait plusieurs années qu'il intervient sur ce type de machine-là, j'ai envie de dire. Il me dit que lui non plus, il sait pas faire, il veut pas prendre l'intervention. Donc après, j'appelle mon responsable, savoir s'il sait faire, on sait jamais. Donc lui, c'est pareil, il sait pas. Donc là, je dis au client que nous, on peut pas intervenir parce que il faut refaire la jonction qu'il y a ici. Alors je sais plus si c'est celle-là ou c'est celle-là, mais bon, il faut refaire la jonction. Donc jonction entre le cuir et l'aluminium. Et comme j'ai dit, là, tout ça, tu peux pas le démonter, donc il faut que ça se fasse en position. Je sais pas comment ils font les mecs en usine, mais voilà. Donc là, le client, il fait la gueule, parce que ça fait une semaine qu'il a plus d'eau chaude. Mais bon, ça sert à rien de passer du temps sur une intervention si on n'est pas sûr d'arriver au bout. C'est-à-dire qu'à la fin, ça fonctionne. Et là, comme j'ai dit, c'est du particulier qui doit payer, je crois, 80 €, 85 € l'heure d'intervention, plus le déplacement, plus toutes les opérations qu'il y a à faire sur le circuit frigorifique, parce que là, s'il faut débraser, il faut récupérer la charge. Donc il faut après refaire les jonctions, mettre sous pression d'azote, de préférence azote hydrogéné, pour être sûr qu'il n'y a pas une microfuite qui traîne. Après, il faut refaire la charge, remettre en marche. Donc il y a encore du taf et des heures à passer dessus. Donc j'ai dit au client, soit il appelle d'autres sociétés en expliquant que le problème vient d'une fuite qui est entre l'échangeur, donc qui sort en aluminium, ou le tuyau là qui est en cuir, ou soit il appelle directement à Viessmann, parce que c'est une machine qui a 4 ans, donc c'est pour moi ce type de machine c'est neuf, qu'ils envoient un technicien à eux là, qui sache, qui sait souder ou intervenir sur ce type d'échangeur aluminium. Voilà. Donc c'est ce qui m'a un petit peu dégoûté dans cette intervention-là, c'est que l'échangeur est en aluminium. Moi je m'attendais à du cuivre et c'est sûr que l'aluminium ça se travaille pas du tout de la même manière. Donc quand tu l'as jamais fait, ça peut être très risqué. Et donc j'ai dit au client de trouver une autre entreprise, s'il la trouve, c'est-à-dire trouver une entreprise qui sait faire les jonctions cuivre-aluminium. Je pense que c'est un raccord mais je suis pas sûr. En tout cas d'appeler Viessmann parce que ils connaissent ce genre de machine, ceux qui les fabriquent, donc je pense qu'ils savent y faire. Et aussi sinon si personne veut intervenir ou si personne ne sait intervenir, si personne ne veut prendre le risque d'intervenir, s'il a besoin d'eau chaude, c'est de passer sur un chauffe-eau électrique à accumulation de 200 litres basique, n'importe qui peut l'installer, donc un plombier peut l'installer, il n'y a pas de souci, et surtout ça coûte beaucoup moins cher, et avec ça il n'y a pas d'embrouille, ça marche bien, c'est fiable, ça fait ses preuves. Donc à noter que comme il a vu une chaudière à condensation, c'est vrai que j'ai pas vérifié si sa chaudière ne faisait exclusivement que du chauffage, c'est-à-dire si elle était paramétrée qu'en chauffage, ou si on pouvait aussi la passer en mode eau chaude sanitaire. Bon, bien sûr, il faut modifier la tuyauterie cuivre, mais c'est vrai qu'il y a des chaudières, elles sont qu'en chauffage, mais elles peuvent faire les deux, sauf que la partie sanitaire n'est pas activée et les tuyaux ne sont pas raccordés. Donc ça aussi, il faut y penser. En backup, c'est-à-dire si tu as ton chauffe-eau thermodynamique qui est mort et si tu veux pas en acheter un autre, eh bien tu peux peut-être te raccorder
raccordé sur ta chaudière murale qui est programmée en chauffage, mais qui peut peut-être aussi faire de l'eau chaude sanitaire. Bien sûr, il faut après modifier les tuyauteries d'eau chaude sanitaire pour que tout ça fonctionne. Mais ça, c'est à creuser aussi. Voilà pour cette petite intervention, ce retour d'expérience. Si tu sais ce qu'il aurait fallu faire là, avec cette jonction, la cure aluminium, eh bien tu peux laisser un commentaire sous la vidéo. Et voilà pour ça. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.